Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 14e numéro de Hola mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis Erkep et je suis accompagné de Anna June Barker. Bonjour. Céladon. Yo. Et Flavien. Salut. Cette semaine, on revient sur l'épisode 6 de la saison 2 et ça commence juste après ça. Hola mon brave. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Faut devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je lui ai donné la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Shazam, 2 points, mage puissant, virgule, longue vue, virgule, divers. Quand est-ce qu'on boit? L'épisode de cette semaine s'intitule « Clodomir achète un cochon nommé Vladimir ». Bon, titre qui a rien à voir avec l'épisode d'ailleurs, puisqu'il a acheté la fois dernière, mais bon. De toute façon, les titres YouTube, ils ont été rajoutés après, et des fois, genre c'est manque d'inspi, on met un truc au hasard. En tout cas, il dure 2h31, et je vais demander, on reprend les bonnes habitudes, à Anna June, ce qu'elle en a pensé. Alors, j'aime beaucoup cet épisode. Il effleure, c'est vrai, il effleure à peine la quête principale, donc on dirait qu'il stagne un peu, mais en réalité, si on regarde de plus près, c'est l'un des épisodes où ils sont le plus efficaces de la campagne. Ils avancent à mort, ils ouvrent plein de pistes, et on entend parler pour la première fois de trucs super importants, comme par exemple le conte de la princesse Crépuscule et les 3 épreuves, qui va être un fil rouge hyper important dans l'arc Akaba. On va faire une grosse avancée sur la partie Vladimir, Morov, Bethel-Direm, tout ça, qui va aussi les suivre hyper longtemps. Ils vont retrouver l'astrologue en faisant des choix... parfois pas toujours incroyaux, mais malins, je trouve. J'en reparlerai aussi, mais Atlan, il fait un perfect au Palais des Plaisirs. Ça joue vraiment bien au jeu de rôle, en fait, je trouve, dans cet épisode. Et on comprend aussi beaucoup de choses sur dans quel camp se trouve Bonne Fortune et Xa. Et c'est la première fois. Et puis, il se passe un truc qui va déclencher l'arc Olympia Niklas dans cet épisode. J'en dis pas plus. Mais c'est vraiment le début d'un des trucs que je préfère en fait dans Game of Thrones, qui mènera à une certaine virevoltante. Donc voilà, beaucoup de trucs super, et on réalise vraiment dans cet épisode que le nombre de quêtes secondaires à Akaba est phénoménal. Quelle prouesse d'écriture ce JDR, franchement, grâce à Hola mon brave, je le réalise à chaque épisode un peu plus. Voilà, je suis super enthousiaste. Et toi, Flavien? Bah franchement, Anna l'a tout dit en fait. Moi j'ai rien de plus à dire. Je crois que c'est fini pour moi. Ciao. Merci d'être non, venu. merci, c'est cool. Merci pour l'invitation. Non, moi j'avais noté que c'était un épisode un peu de transition côté lore, mais bon, effectivement, comme tu le dis, ils avancent énormément sur plein de choses. Mais ouais, surtout en fait, ce qui m'a marqué, c'est surtout, je trouve que l'équipe elle est en feu en fait. Ils ont l'air ultra en forme. Ouais, il y a que Lydia a l'air un peu malade, et tous quand même souvent, mais là elle a l'air un petit peu en dessous des autres. Les autres sont vraiment genre Atlan, enfin Dérive là, il est, comme tu dis, il fait une masterclass dans le Palais des Plaisirs. Niklas, il est très 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 drôle. J'en reviendrai plus tard. Daz, sa mauvaise foi et tout, Fibre même. Franchement, je me suis vraiment marré. J'ai hâte d'en parler avec vous. Et toi, Céladon? Du coup, cet épisode, je l'ai regardé au moins 3 fois. Et plusieurs fois en l'écoutant, je me suis demandé si on n'avait pas déjà fait cet épisode. Et du coup, j'étais genre complètement mindfuck. Genre, vraiment, ça m'a perturbée. Et ouais, je m'attendais à ce qu'il se passe des trucs de ouf, genre des grands événements, des explosions, tout ça. Mais en fait, j'ai lu le filler. Alors déjà, Anna en a parlé, mais j'ai lu le filler et je partage parfaitement ton opinion. Du coup, Erkep, si tu veux bien donner ton avis, t'en penses quoi? Merci. moi, je suis vraiment pas objectif avec tout l'arc d'Akaba en général. Hein. Je vous l'ai dit
et redit, autant j'ai détesté l'arc d'avant, autant Akaba, je l'aime d'amour. Donc si j'étais objectif, je dirais que cet épisode c'est un peu... si on parlait de manga, comme tu dis, ça serait un filler, un truc où il se passe pas grand chose pour la quête principale, mais où ils essayent de mettre des trucs pour combler les trous. Mais comme je suis pas objectif, en fait j'ai adoré. Il y a des petites révélations, on les voyait venir quand même un peu de loin, hein. Pour moi, ça et Bonne Maman, on se doutait quand même. Et ouais, Akaba, c'est cool, c'est confortable. J'ai l'impression d'être à la maison. Je me régale à chaque fois, donc objectivement, pas un grand épisode. Mais moi, en tout cas, j'adore. Mais comment... Enfin, je comprends pas, moi, ça. Pourquoi vous trouvez que c'est un épisode filler ? Ils se font plein de trucs, ils prennent 1000 décisions, ils passent d'un endroit à un autre, ils sont efficaces, ils font plein de trucs. Enfin, je veux dire, il y a un hallucinatruncle, il y a des araignées mécaniques. C'est vraiment un épisode de fou, moi, je trouve. Enfin, c'est fou, ça. Parce que moi, je trouve que si tu l'enlèves et que tu colles l'épisode d'avant à celui-là, bah, ça marche. Mais après, il y a des trucs que j'ai bien aimés, hein, mais... Enfin, c'est même pas j'ai bien aimé, j'ai adoré ce qui se passe dans cet épisode, mais je sais pas, en faisant le résumé, je me disais, tu vois, par exemple, il y a pas beaucoup d'extraits par rapport à d'habitude, tu vois, genre de truc. Ah ouais, mais par exemple, tu dis, on peut le coller au suivant, je veux dire, la quête, entre guillemets, principale, avec des énormes guillemets, quand t'arrives à Akaba, c'est retrouver l'astrologue. C'est un des trucs... Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est la piste principale. Et là, enfin, je veux dire, quand il retrouve l'astrologue, c'est quand même... Je veux dire, c'est un grand moment, moi, je trouve, avec les chats qui meurent et tout. Enfin, c'est le bordel. Et puis, Vladimir, Morov et tout, c'est un énorme arc de Akaba. Et, enfin, je sais pas, moi, je trouve vraiment qu'il y a de la densité dans cet épisode. Ah ouais, mais c'est parce que Vladimir, je l'ai dit la dernière fois, je m'en fous, en fait. Donc, j'ai du mal à m'intéresser à ce qui arrive et à ce qu'ils font pour ce perso et avec ce perso. Moi, je pense que je suis biaisé parce que je connais les épisodes qui suivent et j'ai comme l'impression que ça avance plus, ou en tout cas, il se passe plus de choses à long terme, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr que les événements les plus marquants d'Akaba, c'est dans l'épisode... celui d'après, en fait. Voilà, il me semble. Donc, ouais. Je pense que c'est pour ça. Mais effectivement, quand tu prends du recul, ils font énormément de choses. Ils avancent sur la quête. L'astrologue, il le retrouve. C'est ce qu'il fallait faire. Effectivement, ils n'auraient pas pu faire beaucoup plus, en fait. Ouais. T'as raison. Mais je sais pas, c'est un sentiment comme ça. Mais moi, c'est comme Aircap. Hein. Franchement, j'ai adoré l'épisode. Donc, au final, on s'en fout. Hein, si oui, on a le sentiment de l'or qui avance pas. Mais oui, non, mais c'est bien, c'est intéressant. Vous avez pas dit c'est de la merde, on se fait chier. Là, j'aurais vraiment pas compris, mais le côté filler, c'est vrai que ça m'a hyper étonné quand j'ai lu vos avis. Voilà. Il y a des épisodes de filler de manga qui sont des grands épisodes. Ça n'empêche pas. Mais, moi, j'ai toujours trouvé que c'était essentiel ce genre d'épisode, tu vois. Comme transition. Ouais, t'es obligé d'avoir des épisodes où, je sais pas, c'est plus calme, c'est plus... Pourtant, c'est vrai que c'est pas si calme. En tout cas, bref. De Vegeta qui passe le permis. Pardon. Je vais préciser à la fin de mon avis que, bien sûr, quand je parle de manga, je parle d'anime. Surtout, ne me tapez pas, merci. On va donc passer au résumé de l'épisode. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. Petit résumé de début de session habituel, et comme d'habitude, Fibre lance des pistes pour que les joueurs se souviennent de leur quête, mais aussi des bêtises qu'ils ont fait la dernière fois. Il repart de la poupée vaudou à Clodomir parce qu'il va sûrement faire un truc de fou avec. Spoiler, non, pas du tout. Et on se retrouve à l'arène où Ketra décide de sauver Nelia, son ancienne apprentie. On assiste à une des rares phases de combat de l'émission, plutôt à l'ancienne, avec des jets en opposition, etc. Ça dure pas très longtemps, et tant mieux. Parce que ça dure pas très longtemps, mais c'est déjà trop long pour moi. Ouais, je suis d'accord que c'est long et personnellement, j'ai jamais trop aimé ce système de jeu de dés en opposition. Je sais que c'est la norme dans beaucoup d'autres jeux de rôle, mais c'est un truc que j'adore avec Game of Thrones, justement, c'est que ça reste simple, c'est fluide. Et surtout, je trouve qu'il y a un côté où les PJ sont maîtres de leur destin. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, puisque là, Fib fait encore des jets de dés en opposition par moment sur des combats. Mais ça va évoluer au fil du temps. Et je trouve que ça donne plus de pouvoir au PJ de potentiellement, même si tu te fais attaquer, en fait, réussir ton jet ou l'échouer
donne une conséquence sur ce qui va se passer plutôt que l'ennemi en fait qui va faire son jet de dés et le réussir, et toi tu as beau faire ce que tu peux, en fait tu vas jamais pouvoir y arriver. Je sais pas, je trouve que ça donne plus de pouvoir, je trouve ça plus agréable. Et donc voilà, je trouve ça très cool que ça soit un peu changé. Le plus marquant, Fibre est parfois invité à la table de roll and play en tant que joueur, et c'est tellement drôle de le voir dans les combats, parce que dans les combats t'as les autres, ils sont là avec leur table, je lui jette un D8 et puis je fais un tu sais, tel sort qui fait X cases et tout, et puis t'as Fibre qui dit est-ce que je peux m'agripper avec un grappin et puis faire un demi-tour et puis lancer une potion, et puis t'as Julien Dutel qui est là attends, calmos. C'est du tour par tour ici, alors que lui il essaie toujours de trouver des solutions un peu originales, et le décalage est à mourir de rire. Mais je pense que dans un actual play ça marche mieux la méthode Fibre. Parce carrément. que personnellement j'ai décroché genre la bonne auberge par exemple, j'y arrive pas parce qu'il y a trop de jet de dés et trop de non je peux pas ça parce que si, parce que ça, et au bout d'un moment j'y arrive plus. Je ne sens pas sur ce débat. Non, je n'ai pas répondu. C'est dommage parce que bon bref. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. J'avais noté une autre chose aussi, c'est que je trouvais ça intense parce que le vote du chat a décidé que la foule demanderait la mort de Keitra en cas de défaite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu hardcore. C'est pas le chat qu'on connaît, la JVTV. De temps en temps. En tout cas, voilà. C'est pas les bisounours de chez MV. Attends, j'avais pas du tout suivi ça. J'avais pas du tout vu, genre. Je l'ai vu 10 fois, je me souviens même pas qu'il y avait eu ce vote dans le chat. Bah non, mais et là, je l'ai revu, je l'ai pas vu non plus. Ouais. Mais moi non plus, en fait, je sais pas pourquoi je l'ai revu à ce moment-là. Il y a des votes hyper marquants, comme celui qui va d'ailleurs le destin de la petite fille dans le palais des plaisirs. Ça m'avait hyper marqué. Mais celui-là, j'avoue, moi aussi, ça m'est complètement. Mais c'est parce que justement, ça se passe pas aussi. Donc ça se passe pas, oui, c'est vrai. Bien vu, mais qu'est-ce qu'il est malin, ce cactus. Bah ouais. C'est quoi? J'ai pas regardé. Oh non! Ah non! Ah non! Je suis désolée. Alors, je suis désolée. Va falloir que tu l'assumes celui-là parce qu'il va rester. Ah ouais, il va rester, c'est sûr. Non, je t'en supplie vraiment. Pour le coup, cette fois, je suis sérieuse. Il est hors de question. Je quitte ce podcast. Non, j'avoue. Laisse pas ça. Pitié, laisse pas ça. Je veux pas être ce genre de podcast. Ouais. Il sera bipé. Il sera bipé. Tout le monde se demandera ce que t'as dit. D'accord, ça marche. C'est pire. Ouais. C'est à moi du coup, pardon, excusez-moi. Alors, pendant ce temps-là, les autres vivent leur meilleure vie dans les grades, surtout Clodomir, qui se venge du dernier épisode, ou celui d'avant d'ailleurs, où il avait été vexé par l'attitude des autres avec lui, et il encourage clairement l'adversaire de la gladiatrice. Comment il s'appelle le gladiateur? Angineur. Allez, Angineur. Allez, Angineur. Oh, 30, combien? J'adore. Oui, c'est tellement drôle. Ils se prêtent tout le temps la tête les deux en plus. Et avant, à un moment, j'aimais pas trop ça. Puis maintenant, je sais pas, je suis re-rentré dans embrace le fait que Daz et Lydia se foutent sur la gueule tout le temps. Mais ça me tue trop, surtout à la toute fin, tu sais, quand t'es gagné, fait bravo Keitra. On avait tous parié sur toi. Oh punaise. Le bravo Keitra, il est mythique parce que le mec il vote et tout contre elle, machin, et une fois qu'elle a gagné, bravo Keitra, il fait une voix comme ça en écho de loin, incroyable. Il est mythique ce moment. Donc je voulais dire méta, c'est vrai que je pense qu'avec le temps, nous on sait que Keitra et Daz ils s'aiment vraiment beaucoup dans la vie privée, tu vois, et du coup toutes ces petites querelles on les voit avec un œil beaucoup plus je sais pas, affectueux que peut-être les premières fois où on était là, il abuse le gars et tout, parce qu'on savait pas, mais maintenant c'est vraiment des potes qui se mettent sur la gueule, et c'est drôle à voir. Ça donne de la profondeur au personnage et que c'était super agréable à écouter. Donc il rencontre aussi Bonne Fortune et parie avec lui sur l'issue du combat. Dans un move incroyable, Keitra le finit en un seul coup, mais... Ouais, je tiens la main. Alors, vous vous serrez la main, scène émouvante. Elle te retrouve, elle est contente, mais quelqu'un arrive dans l'arène et tu le reconnais. C'est une silhouette grande qui porte une robe rouge sang et un grand masque de vouivre.
Et il pointe un index sur toi. C'est le grand prêtre de Khalil. Khalil, c'est le dieu des combats et de la haine. D'accord ? Grand prêtre de Khalil. Grand prêtre de Khalil. Ouh. Moi, Vous avez 2 PV. Hein. Khalil Hotep, grand prêtre du dieu des combats, je te maudis, Kaitra. Ah bah. À la cool. Pour avoir par 3 fois profané le sanctuaire du plus sacré de ce royaume. Pour avoir abandonné ton destin de combattante à l'arène, une fois. Ouais, je suis d'accord. Pour être revenu dans l'arène après ta trahison. Et pour avoir changé le cours du destin d'un combat, et tu sais que les combats sont sacrés. Kaitra, je te maudis, ta main ne pourra plus jamais tenir une arme. Oh là 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 là. Que Khalil ne t'aura pas accordé son pardon. Ah. Il y a Daz qui me bute encore, quoi. Surtout après, il fait bravo Khalil. Super. Et après, il dit aussi tu peux plus tenir d'armes, mais on peut quand même te mettre devant nous pour prendre des coups. La violence Ouais. du cas. C'est trop drôle. Mais sinon, on peut revenir là-dessus. Où... Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça un peu scandaleux pour Keitra. Parce que, encore une fois, je trouve qu'elle est. Bah là, pour le coup, elle a été un peu manipulée par Fib qui, à la fin de l'épisode précédent, elle l'amène jusque dans l'arène. Et il lui donne un faux choix parce qu'il dit littéralement, genre, soit tu fais rien, soit ta protégée, elle meurt. Donc, et puis il lui dit vaguement, oh ouais, attention, parce que interrompre un combat, c'est interdit, c'est sacré. Elle n'a pas plus d'infos que ça. Et puis voilà, donc elle se retrouve punie, elle peut plus porter d'armes. Alors, je pondère ça parce que j'imagine que Fib fait ça pour forcer Lydia à jouer Keitra d'une manière un peu différente. Ça donne un peu plus de profondeur, j'imagine, vis-à-vis de l'actual play. Mais perso, à sa place, j'aurais été vraiment méga frustré que d'un coup, on me retire ça, quoi. Et je pense qu'elle se rend pas compte. Elle le vit plutôt bien d'ailleurs, je trouve. Ouais, mais je pense qu'elle s'en rend pas compte en fait parce que, mini spoiler, ça dure quand même longtemps cette histoire. Ah ouais. Et je pense qu'au début, elle est littéralement genre comment on fait pour obtenir le pardon, comme si ça allait se faire en un épisode ou deux, quoi. Ouais. Non, Je pense que si elle savait, elle réagirait pas comme ça. Ah non, c'est sûr. Et avec toutes ces armes-là qu'elle a soigneusement récoltées au fur et à mesure des épisodes, qu'elle ne peut plus tenir, c'est vrai que c'est terrible. Mais je vais faire comme notre maître Likao faisait dans le temps. J'apporte un élément de réponse à ça dans ma chronique. Spoiler alerte. Waouh. Et donc Keitra, qu'on rappelle, elle était devenue une armurerie vivante au fur et à mesure de ses aventures. Elle est donc incapable de porter la moindre arme. Du coup, elle achète la liberté de Nelia et elle lui confie ses armes. Ah oui, et un mot rapide sur Nelia, donc juste pour préciser, en fait, bien plus que Kaina, c'est elle le perso backup prévu par le scénario pour remplacer Keitra s'il arrive quoi que ce soit à ce personnage. Voilà. Il discute ensuite avec Bonne Fortune et lui demande ce qu'il fait là. Il reste très mystérieux et il en profite pour taunter un peu Keitra en lui tendant son arc légendaire. Donc rappelle celui qu'il a gagné au tout début de l'actual play contre elle. Il lui dit que si elle arrive à le porter, il lui donne. Bon elle essaye mais elle y arrive pas. C'est fou combien Fibre il est taquin quand il joue Bonne Fortune. Je le savais mais je crois que j'avais oublié à quel point et c'est un délice de le voir jouer ce PNJ. Je savais pas qu'il jouait aussi malicieux en fait. Mais le move de rire de Keitra qui lâche son arc, c'est un moment assez iconique, je trouve, dans la perception qu'on a du perso. Moi, j'ai eu un petit pincement au cœur, genre, je l'ai trouvé hyper détestable et un peu mesquin. Je sais pas trop comment formuler le truc, mais comme si le blond, il décidait de devenir un connard, genre. Ouais, c'est Clodomir qui dit aussi, quand il arrive et qu'il le voit, il fait « Ah, bonne fortune, vous êtes venu kidnapper qui aujourd'hui ?» Ça me fait rire. J'adore Daz. Désolé, je vais fanboy à fond sur lui aujourd'hui. Il est comme, je sais pas, désinhibé dans cet épisode vu qu'il a que 2 PV. Il sait qu'il sert plus à rien. Et donc il compense en faisant des punchlines sur punchlines. C'est trop cool. Là, on a le droit à une petite scène qui m'a toujours fait marrer parce qu'il demande à un marchand de saucisses si le grand astrologue est dans l'arène. Bon, bien sûr, il est pas là, mais il leur en fait une description. Ça me tue aussi que la description qu'il donne, en fait, en plus quand ils l'écoutent, ils l'entendent, ils sont comme oui, bon, ok, d'accord, c'est bon, clairement tu sais pas de quoi tu parles. Et en fait, c'est littéralement la bonne description. C'est tellement ce drôle. move, ce choix de Fibre, je l'ai jamais compris. Et c'est, tu sais, mais attends, c'est vraiment ce genre de scène où tu trouves ça bizarre, mais en même temps, c'est trop kiffant comme ça. Je sais pas comment
expliquer. T'es là, tu piges pas ce qu'il y a derrière, mais tu te dis, waouh, c'est trop bien, c'est du Ouais. génie. Je sais pas comment dire, parce que c'est trop étrange. Comment est-ce qu'il s'est dit, je vais faire, genre je l'ai pas vu, mais je l'ai Ouais. vu et donner tout. Enfin, voilà, je trouve ça dingue. Non, je trouve ça. Ouais. Il est bon, hein, il est bon. Ah, il est Ouais. bon et petit. Et c'est le moment que Vladimir choisit pour révéler le secret de son intelligence. Je vais être assez bref sur mon histoire parce que en ce moment, j'ai l'impression de devenir bête et de perdre mon intelligence. Je suis un cochon tout à fait ordinaire qui a été acheté par un scientifique de Kniga. J'ai été acheté à Alta Bianca. Et ce scientifique s'appelle Morov, donc M-O-R-O-F. Et toi, tu connais Morov? Oui. C'est un mec super puissant qui voyage dans le monde entier, qui a découvert des trucs de ouf, tu vois. Et il a fait un laboratoire à Kaba et il a réussi à créer une potion pour rendre les animaux intelligents. Ça me rappelle un manga. On va tellement lui rendre visite à Morov. Donc, Et- en ce moment, est-ce que Morov est en ce moment à Kaba? Il se trouve que je ne sais pas s'il allait, enfin, si ses projets c'était du lard ou du cochon, donc je me suis enfui de son laboratoire, mais j'ai l'impression que je deviens un peu bête ces derniers temps. Donc je pense qu'on pourrait retourner dans son laboratoire Reprendre un peu de potion. exactement et que j'ai la pleine perception de mon intelligence. Alors, cet extrait me perturbe énormément parce que maintenant, a posteriori, on sait ce que va devenir Vladimir, même Céladon le sait vu qu'elle a joué la campagne. Et dès le début, en fait, Fibre Tigre joue Vladimir avec une intelligence froide, avec presque pas d'intonation dans la voix. Il fait froid dans le dos, en fait, dès le début. Et je me suis toujours demandé, est-ce que déjà, à ce moment-là, est-ce que Vladimir est occupé de manipuler le groupe? Est-ce que... Enfin, en fait, ce sont tous ces vieux comportements-là de pervers narcissiques qui m'ont toujours mis mal à l'aise. Il me met mal à l'aise. Et donc, Vladimir, c'est un peu le karma du groupe. En tout cas, il est quand même influencé par le karma global du groupe. Et là, depuis qu'ils l'ont eu, ils n'ont pas fait des dingueries. Donc, est-ce qu'il est déjà devenu méchant, enfin manipulateur? Je ne sais pas. Je ne comprends pas très bien cette scène. Et j'avoue que ça me rend hyper perplexe qu'il soit si pote avec Vladimir alors que dès le départ, Fibre le joue en mode, je sais pas moi, c'est vraiment c'est ça, une intelligence froide et malaisante, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si j'en fais des tonnes, mais voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on le voit parce qu'on le sait. Parce que... C'est la question que je me pose. Mais ça voudrait dire qu'il l'a écrit comme ça, genre. Enfin. je sais pas. Je sais pas. Moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on se rend compte de ça parce qu'on sait ce qu'il va devenir. Ouais. Mais je pense pas qu'au premier visionnage, Moi, c'est ce que on j'allais ait dire. tout de suite cette impression avec Vladimir. De mémoire, je pense que c'est juste un cochon intelligent qui perd ses effets. Enfin, la manière dont je l'ai perçu, je veux dire. Et il est juste en train de dire au PJ, genre, s'il vous plaît, aidez-moi, quoi. C'est comme ça que je l'ai perçu, c'est sûr à certains, parce que c'est que après, j'avais regardé dans le livre un peu des trucs sur Vladimir, et c'est après que j'avais lu des choses par rapport à la potion d'intelligence animale, où en gros, si tu obtiens 2 doses, là, tu deviens... En fait, c'est mauvais. Il y avait un truc comme ça de 2 doses, et du coup, je me demandais si... il cherchait pas à avoir la deuxième dose déjà. Effectivement, aujourd'hui, quand on le regarde et qu'on sait ce qu'il devient, on a l'impression qu'il manipule pour justement obtenir une dose. Et si bien que je me suis même demandé s'il faisait semblant de perdre son intelligence, en fait. Ouais, mais carrément, on peut se poser Et en toutes ces fait, questions. bah, c'est pas très clair dans le livre quand je regarde parce que ça a l'air d'être dit que non, il perd bien son intelligence et que visiblement il y a une durée de vie d'ailleurs pour cette intelligence quand tu donnes la potion, c'est tu lances un dé et puis c'est un nombre de semaines. Et donc c'est pour ça que j'arrive pas à savoir parce que c'est pas très clair, je trouve. Je vais quand même vous lire du coup, est-ce que j'ai sous les yeux comment il faut interpréter Vladimir. Donc, ils disent que Vladimir est en réalité bien plus sournois qu'il ne le prétend. En lui offrant l'intelligence, la potion de Grigory Morov lui a également révélé une
perspective entièrement nouvelle. Si une potion a accru sa douance à ce point, une ration supplémentaire lui octroierait une perspicacité encore plus grande, avec tous les avantages liés. Vladimir manipule donc les PJ pour obtenir cette nouvelle dose. Après, bon, c'est long, hein, mais l'ambition ultime du cochon est encore versatile, et là c'est là qu'il explique que ça dépend du karma des personnages, mais donc il y a quand même, voilà, d'après ce que je lis là, on dirait que dès le départ, c'est une manipulation pour obtenir une deuxième dose. Je trouve pas ça très cohérent en fait par rapport au fait que normalement c'est effectivement la représentation du karma et qu'il est supposé devenir bon si les PJ sont bons. Là, on a l'impression que par défaut, il est mauvais et que il peut pas être autre chose en fait. Je trouve ça un peu. Après, je pense qu'il faut faire gaffe à ce qui est écrit dans le livre par rapport à ce qui est... Oui, clairement. C'est sûr, ça a été écrit a été réécrit Ouais. par rapport à l'actual play, comment ça s'est passé pendant l'actual play. Je pense pas que le livre, ça soit parce qu'en fait, je trouve le premier jet, quoi. Il turn assez rapidement, c'est-à-dire que dans l'épisode précédent, il est là, oh merci mon bon Clodomir, je serai un bon cochon avec vous et tout. Enfin, il y a un ton beaucoup plus doux, plus enjoué. Et dès cet épisode-ci, il devient une sorte de mastermind, le méchant dans un Batman, quoi, tu vois. Donc, je sais pas. Après une tentative un peu lunaire de voler ou d'acheter une pelle, ils arrivent à la bibliothèque. Non mais cette séquence, c'est n'importe quoi. Parce que Atlan, il s'est focus, il s'est mis en tête qu'il fallait remplacer l'arme de Keitra, donc il veut absolument sa pelle. Et c'est trop drôle parce que depuis qu'ils sont à Akaba, ils filent des pièces d'or à des mendiants, en veux-tu, en voilà. Et là, c'est une pièce d'argent pour cette pelle. Et soudainement là, ils sont vraiment outrés. Toute l'équipe est là, mais non, c'est beaucoup trop cher pour une pelle et tout. On en achètera une plus tard et autant dire qu'ils n'y penseront plus, mais vraiment cette séquence, elle est nulle et en même temps géniale. Ouais, les petites merci, continuez d'enterrer vos morts, vous faites un excellent travail. Clodomir qui lui demande attends, t'es quand même prêt à voler la pelle d'un fossoyeur, t'as vraiment aucun sens moral, il répond bah non. Enfin, évidemment. Mais je trouve que Atlan, c'est le seul à être lucide sur le fait qu'ils sont mauvais. Ouais. C'est pas un mauvais bougre, mais il est vraiment en mode les gars, on trompe personne. Mais c'est drôle que Fibre embarque dans leur connerie, quoi. Parce que ça sort de nulle part là, genre je veux une pelle, ok. Bah tiens, il y a un fossoyeur, ok. Très drôle. Après, tu sens qu'il veut quand même expédier la scène, hein. C'est pas non plus. Y a pas un petit côté aussi de genre s'ils cèdent pas un petit peu, genre ils vont le faire chier avec cette pelle pendant genre 3 quarts d'heure. C'est clair. Arrivé à la bibliothèque, il repère encore une fois Bonne Fortune, installé dans un bar juste en face. Donc lui, il continue en premier quand même à taunter Keitra, en lui rappelant qu'il devait lui apprendre quelques passes d'armes et qu'ils peuvent faire ça dans l'après-midi si elle veut, hein, bien sûr, pour rajouter une bonne couche. Et après, il leur dit quand même qu'il travaille pour la reine Oriane et qu'il est envoyé ici pour semer le chaos. Il leur demande de l'aider en brûlant la grande bibliothèque en échange d'un titre de chevalier à Aria. Et j'en rajoute une couche, mais de nouveau, le travail de Fibre sur l'interprétation rend Bonne Fortune extrêmement charmant. C'est-à-dire, t'as envie d'être pote avec ce mec. Tu sens que c'est un bad boy qui traîne dans des trucs pas nets, mais t'as envie d'être avec le cool gars de la bande des bad boys, tu vois. T'as envie d'être dans les bons coups. Et voilà, t'as envie de suivre ses plans, même si tu sais pertinemment que ses intentions sont mauvaises. Et ça, de nouveau, c'est extrêmement bien joué de sa part. Et également, là, c'est le moment où il donne des petits indices un peu concernant Oriane et sa volonté de répandre le chaos, comme on dit. Puis on comprend que donc Bonne Fortune travaille pour Oriane, donc ça devrait leur mettre un peu la puce à l'oreille, tu vois, bizarre quand même. Mais bon, après, comme Akaba est en guerre contre Aria, c'est peut-être pas si choquant que ça, en fait. C'est ça. Ça se mélange un peu dans tous ces trucs politiques. Et moi, je pense vraiment que c'est un des trucs les plus difficiles de faire le lien entre les agents de l'ennemi et Oriane. C'est hyper compliqué. Donc, voilà, je leur jette pas la pierre, mais oui. Surtout qu'ils ont, je pense, zéro conscience. C'est sûr et certain, ils ont zéro conscience que Bonne Fortune est un serviteur de l'ennemi. Ah non, bah non. Sinon, ils seraient pas en train de discuter avec lui, genre... Sans déconner, pour eux, je pense que c'est une sorte de agent du MI6, quoi, tu vois. C'est un agent secret. Comment c'est
pas moi, Assassin's Elle permet Creed, de le tuer. gars, tu vois. Ouais. Ouais. En tout cas, il refuse parce que quand même, hein, on va pas brûler la grande bibliothèque, hein, n'est-ce pas? Non, Non. quelle drôle d'idée. Oh, Et oui, non, rien, c'est la Non, drôle. rien du tout, non. T'inquiète pas. Et il se rend donc à cette même grande bibliothèque où Clodomir se voit refuser l'accès à un livre sur la magie dans la région. Et ils apprennent que le grand astrologue n'est pas passé, alors qu'il l'attendait. Le mage, il se fait aussi repérer alors qu'il essayait d'entrer en sneaky, pendant que Atlan consulte son codex. Et évidemment, une de mes punchlines préférées de cet épisode, Fibre Tigre, avant même que les autres commencent les négociations. Il dit, en parlant du gars de la bibliothèque, hein, il dit je suis notoirement incorruptible, je tiens à le préciser. Je sais pas pourquoi. J'adore cette phrase. Parce que c'est vraiment genre, je sais que vous allez essayer d'entourlouper mon PNJ, mais voilà, je désamorce direct. Je suis notoirement incorruptible, je tiens à le préciser. Ah, j'adore cette phrase. Ketra, elle se renseigne sur la présence d'un temple de Khalil, mais le bibliothécaire n'est pas enclin à l'aider parce qu'elle a enlevé son masque et qu'elle a fait un mauvais jet. Et en plus, il lui apprend que c'est très très mal vu d'en parler. Et voilà, de nouveau, les proverbes à la Atlan, parce que donc, il aurait parié sur un combat que Ketra a gagné. Oui, c'est ça, contre Ketra sur un... Bref, vous avez compris. Et il répond... Atlan répond, qui ose parier s'attend à perdre. Je sais pas pourquoi ça me tue. Parce qu'il les sort d'où? C'est pas une vraie expression, ça, quand même, je pense. Non, il est incroyable. Non. Franchement, De Rive, mais Dieu merci pour De Rive. Voilà. Ouais. Ils en rajoutent tous une couche un par un. Non, on aurait juste dit que c'était écrit presque. Tellement ils sont fluides, genre, c'est incroyable. Ouais, il y a une surenchère. Lui, il dit qui ose parier s'attend à perdre. Et l'autre dit... 100% des parieurs ont... Non, 100% des perdants ont parié ou un truc genre. Ouais, et Daz, je crois, il dit qui perd gagne, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Voilà. Un exemple de cette équipe. Après une petite tergiversation, il décide d'aller chez Morov. Mais d'abord, Atlan va récupérer les affaires de Niklas au Palais des Plaisirs. Et c'est vraiment toute la partie à la bibliothèque. C'est vraiment c'est la partie la plus pénible de cet épisode parce qu'ils font rien. Ils vont pour une raison, ils font pas ce pourquoi ils sont venus. Et puis ils parlent pendant je sais pas combien de temps de est-ce qu'on va chez Morov, on va pas chez Morov. C'est un peu pénible. Mais je dois avouer que le reclipsage de Vladimir sur le porte-bébé cochon me fait bien marrer. Je clipse Vladimir, je déclipse Vladimir. Et j'aime aussi que Clodomir il soit devenu vraiment une bombe à retardement aux yeux du groupe parce que on en parlait, ça le détend. Et les autres aussi, dès que lui souhaite faire le moindre move, il lui rappelle qu'il est à 2 PV et ça donne vraiment des interactions hyper drôles. Enfin, j'adore vous vous souvenez, je vous avais dit que j'aimais pas trop Akaba parce qu'ils sont pas souvent ensemble et ça va être la preuve aussi, ils vont pas être souvent ensemble, mais quand ils sont ensemble c'est vraiment magique, ça fonctionne et ça fait plaisir. Il a que 2 PV, il a sa poupée aussi, ils arrêtent pas de... J'ai l'impression qu'ils ont pas arrêté de faire des blagues sur sa poupée. D'ailleurs je l'imagine trop, elle est affreuse dans ma tête. Et j'étais trop soulagée qu'Atlan il fasse l'aller-retour exprès pour rendre ses affaires à Niklas. Et je trouve que ça c'était vraiment un move de pote, genre. Grave. C'est vraiment pour pas que ça passe à la trappe et tout et que genre il récupère ses affaires. Franchement, je me suis sentie bien, j'étais vraiment soulagée. En tout cas, Atlan en profite pour monter à la recherche de la carte. Et donc c'est reparti pour un tour au Palais des Plaisirs. Sauf que bon, Atlan étant Atlan, il se laisse d'abord tenter par quelques fruits et un petit massage des pieds. Alors vous en doutez, j'ai adoré cette séquence, ça n'étonne personne, hein, parce que les Atlan One Man Show, c'est juste du bonheur. Et j'adore la position qu'il prend, parce qu'il va être efficace, on en parlera après, mais il se dit tant qu'à faire, j'ai payé je sais pas combien de pièces d'or, là on va en profiter. Et je trouve qu'il a trop raison, le Palais des Plaisirs, c'est pour ça aussi qu'il est là. Et quand on lui demande combien de masseuses il veut, il répond une par orteil. Je trouve ça trop drôle. Voilà, j'aime trop. Ça fait penser à la séquence là dans Aria où
il va à l'arbalète et pendant que les autres l'attendent, il prend le Oui. temps de prendre un petit déjeuner et tout Oui. ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a trop raison. Et ben les autres, eux, pendant ce temps-là, ils partent une énième fois au temple du dieu du pain. Et là-bas, rien de nouveau, les fours sont toujours éteints et les prêtres se plaignent toujours. Alors, j'en profite parce que Vladimir, à ce moment-là, a faim. Et je suis obligé, parce que légalement, je suis obligé. Daz, il fait une blague à Vladimir et lui dit « Est-ce que tu connais la poutine ?» Et bon, sans doute que peu de gens le savent, mais j'habite à Montréal. Et donc, clairement, j'étais légalement obligé de relever cette blague. Si vous avez Genre, jamais ça mangé lui de dit à chaque poutine... fois, tu sais. Il Ouais, flex. obligé. Ah, mais c'est juste que je suis obligé de relever. Il est En tout cas, tellement si vous avez jeune. jamais mangé de poutine, mangez des poutines, c'est bon. Venez les manger au Québec, c'est quand même meilleur que... J'en ai fait une l'autre jour, t'aurais été fière. Elle était... Ah. J'en ai jamais mangé. C'est très très bon. Tout le monde n'aime pas, hein, par contre, mais bon. C'est du gras avec un peu de gras et saupoudré de gras. Mais c'est très bon. C'est la raclette québécoise. Waouh. Voilà. Là, Sauf tu vas que trop tu loin. peux en là. manger tout le temps. Ouais. Ah bah. Je vais peut-être biper ça aussi. C'est La la bip, raclette québécoise. la bip québécoise, genre. Ah C'est mince, pire. ouais. Ouais, ça va pas. Ketra, elle se renseigne sur le dieu Khalil, et les prêtres n'en savent pas plus, sauf que ils disent quand même que les traîtres ou déserteurs sont de temps en temps emmenés en sacrifice au dieu Khalil, donc il lui conseille de trouver un traître ou un déserteur. Et là, Fibre, il insiste tellement en demandant à Ketra « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Ketra? Vous êtes sûr que je peux rien faire pour vous ?» Et elle finit par demander s'ils savent où est l'astrologue. Thor, le grand astrologue, nous a dit qu'il avait il avait passé une nuit au temple du dieu de la sagesse et il avait fait un rêve dans lequel il avait rêvé d'un garçon qui s'appelait Zaman, un garçon très pauvre. Et donc, après avoir fait son pain, il est allé à la recherche de Zaman dans le quartier, un quartier qui s'appelle la nuit, le quartier des pauvres. Alors, il y a un moment, il y a le prêtre qui se met à pleurer. Et je me suis trop identifiée à Keitra à ce moment-là parce que elle dit « Je le tapote ». Et on a tous été dans cette situation où on est face à quelqu'un qu'on connaît peu, qui pleure devant nous et on sait pas quoi faire. Et pour le consoler, qu'est-ce qu'on fait? On le tapote. Ce petit geste de la main, juste, bon ben, désolé pour toi mon gars. Voilà, le tapotage m'a fait rire. Bon, c'est qu'avec des gens qu'on connaît peu, ça. Ah oui, Avec des mais- gens que je connais, je sais pas trop quoi faire, donc je tapote. Oui, j'avoue que le tapote, ça peut... Ouais, je comprends. De l'autre côté, Atlan, il pense quand même à justifier son massage de chaque orteil. Et il se renseigne sur le patron de l'établissement auprès des masseuses. Malheureusement, elle ne savait rien. Et elle lui conseille de monter au quartier d'or. Quand il y monte, le patron Badainta n'est pas là. Et il se souvient... Enfin non, il se souvient pas puisque Niklas lui dit à ce moment-là, mais on va dire qu'il se souvient d'un conseil de Niklas. Et il se dirige vers Shagit, l'elfe noir. Elle lui dit que Badainta est parti faire son rite du site Shams... Putain, je le savais. Allez, le rite du Sim Shamsi, ça ira comme ça. Et elle lui apprend comment faire. Alors, petit point, Sid Shamsti, qui est le terme le plus imprononçable d'Aria, avec peut-être un concurrent dans Imrali Adazil, même si je crois qu'on a un gagnant Bravo. ici. Hein. Ah, il est facile celui-là. Ah ouais. Il y a pas Ah, une il me fois rallie où- à d'asile, ça va. Oui, mais pour se souvenir, c'est pas si simple. Je crois qu'on l'a pas dit une seule fois correctement dans ce podcast, donc on ne va pas. Mais voilà, il sera jamais prononcé correctement, et j'avoue, c'est un peu drôle. Et si je veux faire mon érudite 2 secondes 50, j'aime bien cette ref, parce que c'est une ref je vais y arriver, au site Shamshi. Ah, là, il a une nuance, qui est une statuette, enfin, c'est une scène représentée en statuette qui est unique au monde et qui est dispo d'ailleurs au Louvre et qui représente un rituel au soleil. Et c'est une statuette qui date du XIIe siècle avant Jésus-Christ, pour vous dire à quel point ce site Shamshi existe depuis en gros la nuit des temps. Et il est quand même fort aussi, Fibre, pour faire des refs culturels obscures mais fascinantes, je trouve. Merci, très intéressant. J'aime trop ce passage. C'est le genre de moment qui crée des images dans ma tête et je vois juste
vraiment, j'imagine bien ce rituel, cet instant de spiritualité partagée, c'est quelque chose de très intime, que je trouve vraiment lumineux et méditatif. J'aimerais trop juste le voir. Ouais. Ouais. Et c'est trop cool que tu dises ça parce que il y a toute une partie qui est pas forcément hyper bien mise en valeur dans Arya, qui est donc la partie en Osmanli. Et en Osmanli, le Sith Shamsti, c'est vraiment la base de leur religion. Et si tu joues un personnage, donc si tu commences l'aventure en jouant un PJ qui est originaire d'Osmanli, il y a de fortes chances que ce soit ta religion et que tu doives faire tes prières au lever du soleil tous les jours, ou sinon t'as des malus et tout. C'est un gros pan du lore d'Arya qui est pas forcément hyper fort exploité dans Game of Thrones, mais qui rend le tout hyper mystique, et comme tu dis, ça donne de la profondeur à cet univers, et s'il n'était pas aussi imprononçable, je pense que je le mettrais plus dans mes parties. Mais ça se sent parce que l'elfe noire, elle dit qu'elle vient d'Osmanli. Et genre, du coup, ça fait poser question sur... parce que c'est Badainta qui fait ça. Et je me suis demandé... parce que lui, on dit pas... En fait, Shagit, elle est dans sa suite, je crois, ou bien c'est son bras droit. Enfin, faudrait que j'aille vérifier, mais c'est une personne importante pour Badainta, et c'est elle qui lui a appris le rituel, quoi. Voilà. C'est vrai que malheureusement, autant dans l'actual play que malheureusement dans le livre, Osmanli a un peu été massacré, je trouve. Mais bon, Ouais. on y reviendra bien plus tard. Ouais. En tout cas, Atlan, il tente ensuite de faire prendre la forme du dieu ennemi au djinn. Donc, pour rappel, celui qui peut prendre la forme de n'importe quelle relation du passé du joueur. Mais bon, comme il a jamais eu une relation sexuelle avec le dieu ennemi, ça marche pas, bizarrement. Ça marche pas, mais franchement, c'est une bonne idée, je trouve. Franchement. Ouais, ouais. Bah, ok, oui, Oui, c'est vrai. il y a le sexe dans le... Ça marche pas, mais y penser, je trouve ça cool, tu vois. Le fait d'avoir Ouais, pensé mais tu à vois, ça. ça c'est un truc. C'est qu'en lisant ton commentaire, je me suis dit, ah mais est-ce qu'il l'a vraiment fait pour savoir qui est le dieu ennemi, tu vois? Ça, Et je j'y sais pas. avais pas pensé jusque-là. Mais je Ah Je me suis si. dit, Mais je pense Si. que oui. Hein. et s'il l'a fait pour ça, c'est Ouais, du génie. Et Bah je oui, me- non, bah oui, je m'en c'est- étais jamais oui. rendu compte. Ah non, c'est vraiment ça. Et il le dit de manière hyper malicieuse, genre j'ai craqué ton jeu fibre. Et c'est pour ça que d'autant plus Atlan est génial dans cette partie, parce que il joue du vrai jeu de rôle à ce moment-là. Et c'est vrai que ouais, il a en effet pas couché avec le dieu ennemi. Et c'est bien dommage. Si ça se trouve, c'est une expérience incroyable. Et il finit donc à la fin par s'intéresser à Dahlia, la meilleure conteuse d'histoire de la ville. Alors, c'est un conte très rare que peu de gens connaissent. Mais moi, j'en connais une grande partie. Alors, attends une seconde. Donc, ça s'appelle La Princesse Crépuscule et les 3 épreuves. La Princesse Crépuscule, amoureuse du prince de l'Aube, cherche à le retrouver. Mais c'est impossible. Or, une légende raconte qu'un djinn se trouve dans une lampe magique dans une cité appelée Irem. Une cité qui se trouve aux limites du désert noir. Est-ce que vous êtes content, voyageurs? Écoutez, plutôt, hein, c'est très intéressant. D'ailleurs, La princesse va à Irem, c'est pas fini en plus. mais la cité est gardée par 3 portes. 3 pièges mortels. Ça te met dans l'ambiance. Tout à fait, oui. Alors, je ne me souviens pas de la première porte, mais je ne me souviens pas de la 3e porte, mais je connais très bien la 2e porte. Est-ce que vous voulez que je vous parle de la 2e porte? Oui, parlez-moi de la deuxième porte. La 2e porte, c'est la porte du talent. Seuls ceux qui peuvent faire une chose que nul autre au monde ne peut faire, peut passer cette porte. Pas de souci. Et la princesse Crépuscule est la seule Pas de souci. à être capable de se faire lever le soleil, et de ce fait, elle peut passer cette porte. Je trouve évidemment, hein, vous savez ce que je vais dire, mais je trouve Atlan absolument somptueux quand il parle à la conteuse. Bizarre. T'es choqué, hein? Ouais. Ouais, non, je trouve que c'est un prince dans cette scène. Et le petit... Ah, c'est pas fini. Ouais. Désolée, mais ça me craque en deux parce qu'il commence à vouloir parler avec elle et Fibre sur le même ton, vraiment impassible, continue son histoire. Et Atlan, ah, c'est pas fini. Oh là là. Et puis t'as coupé l'extrait juste avant
mais quand il dit le talent spécial de la princesse, que son talent c'est de faire lever le soleil, il dit ah oui quand même. Ça va jusque là. Je pensais plutôt à, je sais pas moi, savoir jongler. Oh putain, c'est trop drôle, pardon. Ah, il est tellement en forme. Il est tellement en forme ce soir. Et ouais, comme on disait, sa réflexion par rapport au dieu ennemi, c'est génial. Et aussi, en fait, tout simplement, après, il parle de conteuse. Et tu sais, direct, il fait le lien. Il dit ah, est-ce que vous avez pas des légendes et tout, tu vois. Franchement, c'est vraiment bien trouvé, quoi. D'ailleurs, le conte, je crois que dans le livre, ils en parlent à un autre endroit. Et tu vois, quand ils demandent ah, vous auriez pas des contes machin, Fibre, il cherche un peu dans ses notes parce que je pense qu'il va chercher le conte ailleurs, en fait. C'était pas prévu, je pense. Mais il a tellement, c'est tellement une bonne réflexion qu'il se dit bon, je vais lui donner, quoi. Non, en fait, Fibre, il a le conte, tu vois. Et il y a plusieurs endroits dans Akaba où il peut donner une partie du conte. Il y a trois épreuves, donc trois. Et il a le conte sur une feuille à part, donc il a dû aller la chercher. Mais c'est bien des endroits où tu peux récupérer une partie du conte. Et déjà moi, en tant que une personne qui aime faire jouer des aventures à d'autres personnes, j'adore cette mécanique. Je trouve ça génial parce que tu comprends quand la conteuse dit je me souviens pas de la première, je me souviens pas de la troisième, mais je me souviens de la deuxième, il y a quelque chose dans ton cerveau de joueur qui se débloque. Ah, va falloir que je cherche le 1 et le 3 ailleurs. Et bref, je trouve c'est génial, quoi. J'adore, ça pousse la curiosité, et tout ce qui est contes et légendes, ça marche toujours en partie de jeu de rôle. Et là, je la trouve en plus particulièrement jolie, cette histoire. Et voilà, de toute façon, si je peux me permettre, encore un petit peu de suçage d'Atlan. La tête de Riquet. Bref, je trouve qu'Atlan a vraiment géré globalement ce palais des plaisirs. J'en parlais dans mon avis. Et là, c'est flagrant parce qu'en une scène, le mec, il a appris un rite ancestral qui va lui permettre d'avancer sur la quête principale, c'est-à-dire récupérer le morceau de carte. Il a entendu une légende qui va être nécessaire à l'arc Irem, qui, y a rien à faire, c'est la quête perso de 2 des personnages de l'aventure. Et il va même penser, et ça je trouve ça très mignon, à ramener un fruit pour nourrir Vladimir, qui lui répondra « Vous êtes aussi charmant de cœur que joli d'apparence », qui est une de mes répliques préférées de Vladimir. Et voilà, je trouve cette séquence fascinante. Ah purée, c'est toujours à moi. Alors, je parle tellement dans cet épisode, je suis désolée, vous allez vraiment ne plus en pouvoir de ma voix. Mais je voulais rajouter un détail parce que j'adore comment Fibre Tigre prononce le groupe de mots « piège mortel ». Il le dit souvent dans Game of Thrones, et d'ailleurs déjà un peu plus tôt quand il parle de la maison de Grégory Morov, il dit « piège mortel ». Et j'ai l'impression que quand il prononce ces mots, il fait vraiment clignoter en 1000 couleurs le mot danger au-dessus de sa tête de MJ, en mode allez-y, préparez les gars, faites pas les cons, quoi. Et voilà, j'adore ça aussi. J'adore. Ah, il le fait sur tout ce lexique, même quand il dit la mort. Ah ouais. À chaque fois qu'il dit la mort, il dit la mort. J'adore, t'as trop raison. Oh mon Dieu. J'ai vraiment aimé ce passage au palais. Je trouve que ça donne de la douceur et de la profondeur au lieu, genre. Enfin, ce lieu, c'est un refuge. Et genre, je voulais aller plus loin, j'ai juste écrit ça, mais genre, en vrai, ça fait un peu le lieu où du moment que t'as les sous pour rentrer, genre, c'est chez toi presque. C'est une approche qui est vraiment différente. Enfin, quand on le voit la première fois, ce lieu, ça fait pas du tout ça. Ouais. Ouais, parce que rappelons quand même que c'est une maison de passe dégueulasse avec qui fait travailler des gamines, des esclaves et tout ça. Ouais. Alors, c'est vrai que oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais à la base, c'est un lieu horrible pour ceux qui travaillent dedans, en tout cas. C'est ça. Oui. Mais t'as trop raison, dans cette scène-là, il arrive à en faire une petite bulle de plaisir hors du temps. Et bon, après, c'est peut-être cringe qu'il ait réussi à faire ça, mais en tout cas, c'est vrai que... Mais je voulais quand même revenir avec mon truc de séparer ensemble. De nouveau, ici, imaginez si tout le monde y avait été. Je sais qu'en termes de jeu, c'est logique, le move qu'ils font, parce que le Palais des Plaisirs coûte très cher. Mais imaginez une séquence où il y a tout le monde, je suis sûre que ça aurait donné des répliques épiques, quoi, de les voir, de tous s'occuper de se faire masser et tout. Ça aurait vraiment été génial. Mais bon, voilà.
C'est comme ça. En tout cas, quand il a fini tout ça, tout le monde se retrouve à l'extérieur et il décide d'envoyer Rabelais chercher le village du rêve de Clodomir, parce que, je cite, « Il va revenir rapidement vu qu'il vole ». Kétra regrette instantanément cette décision, parce que elle vient d'abandonner un de ses loots et elle a peur de jamais le retrouver. J'adore tellement le... Mais pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? Vraiment, elle fait un petit retrait de sa tête en arrière. Elle fait, mais pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? Ah là, c'est incroyable. Ouais, on dirait tellement quelqu'un qui vient de se faire hypnotiser, quoi. Et mais là, l'arc Rabelais, tu te rappelles, tu t'étais un peu moqué de moi, Anna? Oui. Mais c'est ce moment, en fait, que j'adore. Du moment où, en gros, il fait partir son corbeau et puis toutes les, 20 minutes, ils sont genre « Et le corbeau, on a des nouvelles ?» ça me bute. C'est pour ça que quand je disais, quand on est à Esperanza, quand ils ont trouvé Rabelais, j'étais genre « Mais c'est là où il y a Rabelais, trop bien !» C'était tellement C'est heureux. juste parce que c'était trop drôle, le corbeau drone. Ah oui. Ce moment. Mais vraiment, j'étais surexcitée, en fait, de revoir cette scène. Parce que l'idée est pas mauvaise, quoi. Franchement. Ils sont Ouais, là, ouais. on va l'envoyer pour voir si c'est loin et tout, parce qu'ils sont, en fait, ils ont entendu le rêve de Clodomir et ils se disent ça va être Ouais. une petite quête secondaire qui va prendre 20 minutes, c'est dans le village d'à côté et tout. Ils ont pas du tout pigé à ce moment-là que ça va être un gros pan de l'histoire. Et du coup, allez, c'est un bon move, le corbeau drone. Et ouais, ça donne un des running gags Ouais, c'est ça. préférés de Game of Thrones, quoi. On adore. Et le corbeau on a des nouvelles? Toujours pas. Et Fibre, j'adore son flegme dans ces situations-là. Il va pas... Moi, en tant qu'MJ, je suis toujours mort de rire quand je nique mes joueurs, tu vois. Je peux pas m'empêcher d'être là. Mais lui, il est stoïque et ça fait partie de ce qui est incroyable dans sa performance de maître du jeu, quoi. Vladimir, lui, se plaint d'avoir de plus en plus de mal à parler, et donc ils arrêtent tout pour partir chez l'alchimiste. Et c'est fou quand même, on a eu une grosse discussion déjà sur ce sujet, mais la prio du groupe à ce moment-là, ça devient instantanément rendre son intelligence à Vladimir. Il y a un Lame qui dit « c'est notre meilleur ami ce cochon !» Et ou encore quand le cochon savant devient de moins en moins savant, il dit « oh non, on perd notre leader !» Et Oui. je sais pas pourquoi, mais ça me vénère, moi, de les voir se faire manipuler sous nos yeux, là. Bref. Je veux dire, je trouve ça juste drôle, en fait, parce qu'ils trouvent ça... Ils passent leur temps à dire qu'il est plus intelligent qu'eux, quoi. Et c'est un peu le cas, quoi. Ah oui, c'est clair. Je trouve ça étonnant de voir comment ça marche, comment c'est facile. Genre, ça me rappelle... Tu te souviens la carte blanche que t'avais faite? Genre, évidemment, tu te souviens, mais genre... tu vois, genre... je pense que ça aurait marché que tu montres comment il fait pour que... Enfin, que là, c'est une démonstration de Fibre, de genre... comment... Ouais. Non, Enfin, mais t'as voilà. raison. C'est clair, t'as raison qu'il la manipule, mais... Ouais, c'est sûr. T'as raison qu'il y a de ça. Ils en jouent et tout, puis lui aussi, il en joue. Mais oui, t'as raison. J'avais pas pris le recul là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu équivalent. En tout cas, pour aller chez Grigory Morov, Kétra prête l'armure à Clodomir. Et à ce moment-là, elle insiste bien qu'elle s'appelle Revient, parce qu'elle est à elle, cette armure. Le son, ça s'appelle Revient, hein, alors qu'à la base, c'était un achat pour Nicolas. Voilà, là, comme dirait l'âme, hashtag rend l'armure. Elle se l'est appropriée si vite. Là-bas, ils sont accueillis par un panneau qui dit « Défense d'entrée, piège mortel ». Clodomir repère un piège à loup que Nicolas s'empresse de récupérer. Parce qu'il est désespéré de jamais rien avoir dans ses poches par rapport aux autres. Et du coup, il récupère un piège à loup. Pourquoi pas. Ça devient un peu ridicule, quoi. Parce que Kétra récupère tellement tout que là, c'est une décision un peu absurde. Mais bon, c'est drôle. Pour avancer sur les dalles qu'il y a dans le jardin, ils font la célèbre technique que presque tout groupe de jeux de rôle a fait dans sa vie. Ils appuient sur la dalle, ils regardent s'il y a quelque chose qui se passe, ils y vont, etc. Bon là, ils font avec des cailloux, souvent c'est avec un bâton. Et à peu près au milieu du chemin, il y a une araignée mécanique qui apparaît. Nicolas, qui est tout fier de lui, il sort son piège à loup. Parce qu'il a dit que ça lui servirait un jour et il veut le démontrer tout de suite. Rapide. Il le pose, mais l'araignée passe dessus sans déclencher le mécanisme. Et du coup, elle attaque Kétra. Et Kétra, elle s'en débarrasse assez facilement. Et ensuite, Atlan
avec une des haches de Ketra qu'elle a consenti à lui prêter, attaque la bestiole et lui coupe la moitié de ses pattes. Ils essaient de récupérer le cristal, mais il se brûle. Et Nicklas sort son piège à loup, encore une fois, pour s'en servir de pince, mais encore une fois, ça sert à rien. Il échoue et en plus, il se foule la main gauche. Et attendez, mais vous réalisez que le boubou fraise s'enflamme et c'est la fin du boubou fraise. Non mais moi j'étais tellement persuadée qu'il le gardait jusqu'à la fin de l'aventure. Je suis sans voix, j'avais pas du tout relevé ce moment de l'aventure. Après, faut se méfier hein, parce que ça se trouve ils vont le ressortir à l'épisode d'après parce qu'ils auront oublié. Hein, mais... Ah ouais, enfin je sais pas, vous avez souvenir C'est fort possible, il me semble qu'il l'a jusqu'à la fin de l'aventure. Je le vois trop dans ma tête, genre ils le mettent dans un sac au fond de leur truc, genre le truc est brûlé et l'épisode d'après il est à nouveau neuf. Ouais c'est ça, le faux sûr, raccord. c'est Le faux sûr. raccord holistique. On verra, on vérifiera, mais ouais. Je le déteste moi ce vêtement. J'étais là, qu'il brûle. J'imagine trop avec une espèce d'odeur chimique de bonbons à la fraise et ça me dégoûte genre. Tu n'aimes pas le boubou Carrément. fraise. Et là, je C'est la l'imagine daube. avec une odeur genre Ah, horrible. c'est la daube. Je suis choquée déçue là. Il pense ensuite à aller récupérer de l'eau à une fontaine qui trône au milieu du jardin, mais il y a une carpe koi qui les regarde approcher. Et de là, ils sont extrêmement méfiants. Go, on fait Non, ça. mais attends, On récupère l'eau. j'observe la carpe pour voir si elle est pas dangereuse. C'est une carpe koi. Bon, bah, je m'approche un peu alors, un tout petit peu. Alors tu t'approches, tu es à 20 cm de l'eau, et là, elle met ses lèvres juste au bord de la surface, et t'entends que bleup, bleup comme ça, mais c'est faible, tu comprends pas trop ce qu'elle te dit. Faut que tu t'approches encore plus. Je m'approche encore plus. Mais arrête, nous on recule. Hein. Et là, Eux, je suis loin de t'as la carpe, elle te crache dessus de l'eau, et elle s'en va. C'est tout? Ouais, c'est tout. Pour le moment. Voilà, c'est une séquence un peu nulle, mais elle m'a toujours fait rire et je me suis toujours demandé de quoi ils avaient peur exactement, mais pourquoi pas. Ah non, mais Fibre, il est... Ah là là, je fais beaucoup de suçage collectif ce soir, mais Fibre, il est vraiment au top dans cet épisode et il fait souvent ça, rendre des trucs pas du tout dangereux, suspicieux pour que... Alors là, autour de la table, c'est la panique parce qu'ils sont persuadés qu'il y a un piège et je trouve que... Enfin, je trouve cette séquence hyper drôle aussi. Il refait d'ailleurs le coup dans un... Je crois que c'est le premier épisode d'ailleurs de Gore Mademoiselle et j'adore vraiment ce move et je suis sûre que nous en tant que PJ on ferait pareil. Tu sais que c'est de la merde, tu sais qu'il va rien se passer, qu'il y a pas de danger, mais tu veux savoir et tu prends quand même toutes tes précautions parce que au cas où ce serait un danger. Enfin, ça donne des grands moments de jeu de rôle, je trouve. Et oui, t'as raison, c'est dans Maths. J'avais oublié, je me disais, mais j'en ai déjà entendu ça quelque part. Mais oui, t'as raison, c'est ça. Ouais. Il le fait Très souvent drôle. le coup de la Il- carte. le gars ouais, c'est ça, il réutilise ces trucs. J'aimerais trop que Fibre il me raconte une blague genre. Parce que je suis sûre que ce serait tellement Une blague incroyable. nulle. Mais il mettrait des heures à la raconter et genre ce serait hyper drôle. Ah ouais. Les fun facts, cette carpe est dans le labyrinthe qu'on verra pas dans le livre. Ah ouais? Elle est pas là. Ah bah, À la fin du labyrinthe, Intrigué. pour être Je suis intrigué. Ce foutu labyrinthe là, Non, disons pas plus pour l'instant. En tout cas, ils éteignent l'araignée et ils récupèrent le cristal et c'est pas de pointu puisque Nicklas, enfin Clodomir exactement, il veut se les faire greffer sur la main. Nicklas essaye, hein, il dit même là on s'arrête au milieu du jardin pour essayer de te coller des griffes. Ok, mais il y arrive pas. Oh finesse. J'aime trop la remarque de Nicklas d'ailleurs à ce moment-là. Il dit Clodomir c'est comme un enfant capricieux. On lui achète des poupées vaudou et on lui fait des mains mécaniques pour le tenir occupé. Moi aussi cette phrase elle m'a marquée. J'aurais aimé savoir ce qu'il en aurait fait si ça avait marché. Parce que j'imagine trop le truc comme des faux ongles super longs. En vrai déjà, je pense que c'est hyper handicapant. Ouais. Ce serait un peu dark, dégueu. Je le vois griffer ses ennemis, genre comme. Enfin, je sais pas. Ouais. Ça Ouais, aurait donné un comme tournant bizarre sur le perso. Oui. Ouais. C'est genre Wolverine en fait. Il y a Atlan qui dit ça d'ailleurs. Il dit Clodorine, je crois. À un moment. Ah ouais? Ouais, Je ouais. l'ai pas Il relevé. dit ça. Ouais.
Ils arrivent enfin à la porte où ils sont confrontés à un heurtoir parlant qui leur pose une énigme. On le trouve sous plein de formes, mais on le désigne par un seul nom. Un carré, voilà, c'est bon. Utilisez-le et il vous ouvrira toutes les portes, sans garantie toutefois que vous puissiez les passer. Bah, le heurtoir. Effectivement, la réponse est un heurtoir. Enfin, une énigme qui résolve pas au pif. Hein. Je me posais la question il y a quelques épisodes, mais celle-là, c'est vrai qu'ils l'ont résolu tout de suite, mais faut bien dire, ça leur semble tellement bizarre de la résoudre aussi vite qu'ils tergiversent un peu pour donner la réponse, alors que Daz l'avait tout de suite. Quoi. Ah, franchement, bien joué de Daz. Hein. Moi, je suis pas sûre que je l'aurais eu pour le coup. Je cite Atlan, on est bon en énigme. Philippe qui dit, ah oui, vous êtes les meilleurs. Et sinon, j'adore son gros délire à Philippe aussi de mettre des heurtoirs partout dans son lore. C'est... on sait pas pourquoi. Peut-être qu'il fait collection chez lui, on sait pas. Ouais, c'est ça. Hein. Il a des petites fixettes comme ça, Fibre, et ça fait partie de ce qui est drôle dans ces jeux de rôle, c'est qu'il y a des petites choses qui reviennent de manière cyclique, et c'est comme les pins... c'est quoi le nom, là, de l'arbre qu'il y a Ah, non, je l'ai pas. Pain parasol ? Ouais, c'est ça. Qui dit tout le temps. Il y a des petits pains parasol. Oui. Et donc, comme ils ont bien répondu, la porte s'ouvre. Vous rentrez dans le manoir. L'intérieur du manoir est constitué d'un énorme laboratoire alchimique. Waouh, étoile dans les yeux, Nicolas. Ah, yes. Et 8 fioles vides. Toutes les potions ici ont 100% de réussite. Mais attendez, je vais pas les faire. Attends. Parce que je vais peut-être en apprendre des nouvelles. Attendez. Ok, mais Sur un piédestal. Regardez bien. Alors vous regardez le truc. Sur un piédestal. Et là, il se passe un truc entre Nicolas et vous. Sur un piédestal, vous voyez quelque chose de fantastique. Vous voyez une main mécanique parfaite, parfaitement faite, qui est extraordinaire. Alors toi, t'es un peu blasé parce que t'as déjà vu ça chez toi, des mains mécaniques et tout, mais Alors que des mains grecques. quoi, mais c'est trop beau et tout. Et effectivement, c'est une pièce, et c'est une pièce mécanique qui vaut 200 pièces d'or ici, mais voilà, mais qui est assez courant. Mais là, elle est particulièrement belle parce qu'elle est faite par Morov, le maître, le grand maître alchimique. C'est une main de Et cyberdé. elle se greffe comment Et derrière la main mécanique, en plus, il y a un tableau de Kniga, donc toi, ça te rappelle un peu. Et là, vous voyez une grande ville avec des immenses bâtiments, des machines volantes, des robots dans les rues. Et là, vous vous dites, vous comprenez que quand les alchimistes ils vont à Aria, c'est un peu comme, je sais pas, quand les mecs de la Silicon Valley ils vont, ils vont faire des safaris, tu vois, ils vont s'encanailler. Et vous comprenez qu'il y a quand même un gap de ouf. Lui, Il y a des moments où on aimerait bien oublier une œuvre, et puis juste pour savoir comment on se projetait au moment où on découvrait un truc. Et en vrai, là, j'ai trop de mal à me rappeler de la première fois que j'ai entendu ça, parce que vraiment, c'est un décalage énorme entre le monde médiéval de Aria et Kniga, et découvrir Kniga qui a des objets volants, la technologie, c'est lunaire, quoi. Et je me demande aussi à quel point l'âme était au courant de ce lore. Vous pensez qu'il... Ouais, je sais étaient... pas trop. Parce que je trouve qu'il aurait pu en jouer plus, tu vois, genre, moi je connais la technologie, vous verrez de chez moi et tout. Et il se passe une séquence un peu particulière après où on lui pose des questions sur le lore de Kniga, sur comment fonctionnent les cristaux et tout. Et il y a une sorte d'entre-deux où il répond un peu, mais c'est quand même beaucoup Fibre qui complète. Donc on sait pas trop en effet, on sait pas ce qu'il sait exactement sur la technologie de Kniga. Je pense qu'il a été mis au courant de l'étendue de ses pouvoirs d'alchimiste, mais est-ce qu'il connaît vraiment tout ce qui est robot, enfin on peut parler de robotique? Je sais pas, non, c'est c'est les automates, ouais. Merci, c'est ça le mot que je cherchais. Je suis pas sûre qu'il ait été hyper briefé sur les automates et sur les cristaux de manière générale à ce moment-là de l'histoire en tout cas. Il y a aussi une potion à moitié remplie sur l'établi et un livre, le Codex Animalis Intelligentsia. Ça va pour la traduction, celui-là on comprend tout de suite ce qu'il fait. En tout cas, Morov est absent et il n'y a pas d'autre piège. Nicolas détermine que la potion est faite avec du bétel d'Irem, une plante rare qui ne pousse que à Irem. Dans le livre, Morov explique qu'il rêve de rendre les animaux intelligents, mais que ses expériences ont échoué et qu'il est rentré à Kniga en disgrâce. La recette de la potion est aussi notée. Et là, ils se sont arrêtés, il fallait absolument redonner son intelligence à Vladimir, mais ils décident de pas lui filer la potion. Pourquoi ? Je sais pas. Ouais. C'est leur grand classique. Mais l'alchimiste, en tout cas, lui, il fait le plein de potions pour lui et pour ses compagnons.
Ils ont vu toute l'étendue du potentiel de pouvoir donner l'intelligence à des animaux. Et ils ont voulu tester d'abord sur d'autres animaux. Mais c'est vrai que c'est un peu surréel, quoi, parce qu'ils font tout ça pour ça, et puis au final, ils le font pas. Mais avouez, il est trop sympa, hein, cet alchimiste, à faire des potions, là, pour tout le monde. Je trouve vraiment que Nicolas, il est très peu remercié pour ça, il va le faire tout au long de l'aventure. Les alchimistes, en général, autour des tables, ils gardent bien leurs potions pour eux, parce que c'est leur seule, entre guillemets, plus-value en tant que joueur. Donc vraiment, l'âme, le beau jeu. GG à lui. Ouais, je suis d'accord. J'ai noté aussi qu'il distribuait beaucoup ses potions. Et je me suis dit qu'avec Ketra Looteuse, j'aurais été hyper jalouse de mes affaires, de mes compétences. Et pour en revenir à ce que vous disiez, moi, j'ai trouvé ça hyper malin de ne pas donner la potion à Vladimir, parce que je me suis dit qu'elle avait une durée limitée et que du fait, il fallait l'utiliser au bon. Alors que, en plus, c'est vrai qu'ils en donnent aléatoirement à tous les animaux autour d'eux, alors que random, genre la carpe. Bah, franchement, s'ils ont pensé à ta version des fesses, c'est vrai que c'est malin. Vu que c'est un cochon savant qui, dans le JDR papier, il a un pourcentage en connaissance générale. On peut lui poser n'importe quelle question en fait à Vladimir et il vous répondra. C'est vrai que c'est malin de le rendre intelligent à un moment plus opportun, mais je suis pas persuadée qu'ils avaient ça en tête. Moi non plus. C'est leur grand classique de on suit la quête principale et puis au moment où on est devant, genre oh tiens, tu sais, ils voient un papillon passer, ils sont genre oh papillon, ils comptent les papillons comme c'est là. Oui, c'est ça. Exact. C'est fou que Vladimir il ait ce côté doudou peluche comme ça, alors qu'au final c'est vraiment, Fibre il le présente vraiment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais genre comme intelligent et pas comme genre gentil, adorable, pipou et trop mignon quoi. Ouais, je le comprends pas non plus. Mais ouais, bah après, c'est un cochon qui parle. Dans l'idée, c'est mini, quoi. C'est vrai. Ouais. T'as envie de. En fait, je crois qu'ils ont eux-mêmes, ils ont envie de pousser le curseur mignon, alors que tous les éléments autour d'eux ne crient pas mignon, quoi. Mais encore une fois, je pense qu'on est biaisé parce qu'on sait comment il devient. C'est tout. Ils dépouillent complètement la maison de Morov, allant jusqu'à voler le tableau. Et puis ils repartent. Et d'ailleurs, ils veulent refiler la fameuse carpe à Nicolas comme pet. Et j'adore, en fait, moi, comment Nicolas, il se fait bolosser depuis qu'il s'est fait, en fait, voler ses affaires à Aria. C'est un peu le souffre-douleur de cette équipe. Et il demande la marmite de Keitra pour transporter la carpe. Et elle est vraiment là, non, mon chaudron, je le garde. C'est vraiment, c'est un chouette échange. Il y a aussi tout un passage où il dit qu'il veut se faire greffer la main mécanique, en fait. Mais du coup, il dit non, je garde ma main du corbeau noir. Sauf que cette main, c'est une main droite. Et du coup, il se retrouve avec deux mains droites. Et c'est tellement drôle, ce moment aussi. Ouais, parce qu'il mime l'âme à l'écran. Comment il ferait quand il aura deux mains droites? C'est très drôle. Oui, ça marche super bien. J'ai vu ces deux mains droites. Ils se dirigent vers le quartier de la nuit, puisque c'est le soir et que bizarrement, ils ont décidé qu'au quartier de la nuit, il faut y aller la nuit. Les maisons blanches font place à des petites rues étroites et malodorantes, entourées de pauvres cabanes en bois noirci, certaines à moitié consumées par un incendie d'il y a longtemps. À votre passage, certains volets se claquent et des gens prononcent des malédictions. Ils sont tout d'abord accostés par une prostituée lépreuse que Nicolas refuse. Enfin, Nicolas refuse de coucher avec elle, mais elle leur indique où ils peuvent trouver Zaman, le garçon que le grand astrologue aurait rencontré. Ils traînent du côté de la place du dieu Gobi. Là-bas, Ketra enlève son masque et se fait reconnaître comme membre de la guilde. Elle est reconnue par une voleuse, qui face à ces questions lui indique que la guilde a enlevé l'astrologue, mais ne peut pas révéler pour qui. Elle négocie, et elle finit par la convaincre de lui révéler les infos en échange d'un petit service. Bien entendu, la guilde des poissonniers, ils font rien gratuitement. Il y a un quartier que nous disputons avec la guilde des mendiants, qui est le quartier des musiciens. Et une guilde des mendiants. Donc il y avait vraiment une guilde des mendiants. Le mec, il nous a attaqué. Elle est affreuse, la guilde des mendiants. Ce sont des gens détestables. Allez, bon, on a vu. Et c'est très bien que vous disiez ça. Et le plus grand musicien de Oud, le prince du Oud, qui s'appelle
Yassine, le prince du Oud. Le prince du Oud, ok. Yassine El-Bassa, qui... Oui. Attendez, Yassine quoi? Yassine El-Bassa, c'est un membre des Poissonniers. Ok. On l'avait vu, non? Normalement, il gagne la Grande Nouba chaque année, donc c'est le maître du quartier des musiciens. Et il a été capturé. D'accord. Et il a été capturé par, je vais vous dire quelque chose qui est hyper étonnant, par des gens de l'ambassade d'Alta Bianca. Et je ne sais absolument pas pourquoi. C'est Donc, bonne maman. à l'ambassade d'Alta Bianca, Ah mais non, ça n'a rien. il y a l'ambassade d'Alta Bianca qui est juste à côté des quais, à côté des navires, là. Il y a notre Yassine qui est emprisonné et qui malheureusement nous... comment ça s'appelle nous, enfin, il va pas être présent à la Grande Nouba. Il va perdre la Grande Nouba et on va perdre le quartier au quartier, les gars, des on quartiers est des mendiants. Là, ils sont tous hyper confiants. Ils sont protecteurs d'Alta Bianca. Ça va forcément bien se passer. Du coup, ils acceptent tout de suite. Ils sont beaucoup trop confiants, ouais. Ah ouais. Leur médaillon, là, c'est genre, ça leur monte à la tête. À aucun moment, ils pensent au danger et pourquoi c'est Alta Bianca qui... Bizarre. Ah, Non, pourtant. Mais alors, ils se méfient d'une carpe. Ouais. Alors... Alta Bianca, c'est genre, ouais, on est protecteur, on va arriver là-bas, on va montrer notre badge, c'est bon, ça va être réglé en 5 minutes. Bah, en vrai, je trouve vraiment leur réaction pour le coup, d'un point de vue jeu, je la trouve hyper logique. Parce que pour eux, ils se disent, on nous met un obstacle, il faut qu'on utilise le bon artefact, entre guillemets, pour passer cet obstacle. Haha, fibre, on voit wink wink, on comprend le lien que tu veux qu'on fasse et on le fait. Et t'avais peut-être pas prévu qu'on le fasse, mais on a fait le lien. Et ils sont donc persuadés d'avoir la solution au problème qui leur est posé. Je comprends, moi, cette confiance parce qu'ils pensent avoir vraiment le passe vert pour pouvoir réussir cette quête. Et voilà, ils font pas le lien. Mais franchement, je comprends. Je pense qu'à leur place, j'aurais été exactement pareil. Avant de partir, Ketra elle se renseigne quand même sur le temple du dieu Khalil. Sa collègue lui parle d'une prison où se rassemblaient les traîtres et qui seraient visités régulièrement par des prêtres du dieu Khalil. Je me permets de rajouter un petit truc parce que tu parles pas du tout de ce pauvre Zaman qui va devenir le nouveau stagiaire de l'équipage. Ils vont l'engager à ce moment-là, c'est le jeune mendiant du quartier de la nuit. Et ça m'a vraiment fait rire parce que le scénar prévoit qu'ils vont s'intéresser à son histoire, qu'ils vont prendre du temps pour l'écouter. C'est une histoire hyper poignante qui débouche en plus sur une quête secondaire. Ils peuvent aussi la coucher sur papier tout simplement pour continuer le pèlerinage du dieu de la sagesse. Mais eux, ils s'en foutent. Tout ce qui leur intéresse, c'est de le recruter. Et c'est vraiment un move très créance. Et voilà, je voulais en parler. Ouais, carrément, moi aussi, je me dis que ça n'a pas de sens. Mais il y a bien un clan qui dit quand même à un moment, alors raconte-nous ta vie, gamin. Et c'est là que Philippe dit que normalement il faudrait faire le pèlerinage du dieu de la sagesse. Et donc en fait ils insistent quand même qu'il raconte une histoire gratuitement. Mais dans ce cas le pèlerinage serait raté. Et c'est là qu'Atlan dit genre ah bon bah non t'inquiète pas viens. Ouais. Je pense qu'il essaie de le sortir de sa misère, tu vois. C'est vraiment un enfant pauvre. Ah mais le move va trop bien avec eux quoi. Ils voient des enfants et de temps en temps ils les fouettent et ils en ont rien à foutre. Et à côté de ça, de temps en temps, c'est des grands cœurs et ils sont très à ce niveau-là, ils sont très changeants. De temps en temps, ils savent pas passer à côté de la misère et à côté de ça, parfois ils en ont rien à cirer. Et voilà, c'est typique créance, je trouve comme mot. Ouais, c'est ça. L'histoire rapidement, c'est un gamin ses parents sont allés chercher une vieille sorcière. Donc ses parents en fait racontaient des histoires, conteurs d'histoires, ils échangeaient des histoires contre de l'argent. Et un jour ils vont voir une vieille sorcière qui vit dans un crâne d'un squelette d'animal géant. Et donc c'est une sorcière qui sent mauvais apparemment. Et elle leur a prêté un grand livre beau avec des étoiles. Ses parents se sont méfiés, mais ils ont quand même pris le livre. Et elle leur a aussi donné un coffret. Et le lendemain, il y a un scorpion géant qui a surgi et qui les a tous tués. Et il a perdu sa jambe normalement. Mais il ne sait pas trop pourquoi il a réussi à survivre. Et du coup, après, il est rentré à Kaba. Mais donc après, il y a une quête secondaire, mais je n'ai pas regardé plus que ça. Ouais, de toute façon, ils n'exploreront pas du tout cet aspect. Jamais. Pour gagner un codex. Le codex Stella. Ah, c'est celui-là, d'accord. Donc comme c'est la nuit, ils vont quand même dormir avant de partir pour leur nouvelle quête. Le lendemain, ils se renseignent, le corbeau n'est pas là.
Badainta n'est pas sur la plage pour faire son rite. Et du coup, ils partent vers l'ambassade d'Alta Bianca. Je suis un peu déçue de ne pas avoir vu cette rencontre Atlan Badainta. Je suis sûre que ça aurait été un moment. Je sais pas en fait. Je me dis Badainta, il aurait été dérangé pendant un moment important pour lui. Je me dis peut-être ça aurait été un instant un peu privilégié avec un échange calme, et plein de respect et tout. Il faut pas perdre Alors, espoir. Restons poker Calmez face, plein de ne disons respect. rien. Mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que il doit jeter un des 10 ou un des 12, je ne sais plus, et il doit pré-shot ce qu'il va tirer. Et l'âme lui dit fais 9, dis 9, dis 9 comme le 92. Et Atlan s'entête et il veut dire le 7. Et l'âme lui dit un truc du style si c'est 9, je te déteste, ou si c'est 9, je t'en veux. Oui, et il tire oui. et il fait 9 et j'étais là, wow, le pouvoir des dés, c'est incroyable. Voilà. C'est clair. Donc ils arrivent à l'ambassade et ils sont surpris de tomber sur Olympia Fonte. Elle est là pour eux. Elle les accuse de tous les crimes qu'ils ont commis à Alta Bianca. Et elle provoque Ketra en duel. Mais comme Ketra est toujours maudite et elle peut pas porter d'armes, elle refuse. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur Olympia Fonte dans cette équipe, mais moi je trouve qu'elle est extraordinaire. C'est mon personnage préféré, et la manière dont elle déballe vraiment tout ce qu'ils ont fait, ça m'enchante, j'adore. Et quand elle, je cite, dit peut-être est-ce votre sperme, Atlan, que j'ai trouvé à côté du corps de Maria suicidée. toute référence à cette scène d'anthologie me fait immédiatement rire, et les tournures de phrases qu'emploie Fibre pour faire parler Olympia, c'est mon truc préf, quoi, j'adore. On m'a dit, genre moi je l'aime pas, mais on m'a dit que elle était plus pareille après, il se passe un truc avec elle, je crois. Je sais pas, j'attends de voir. Alors je suis un peu curieuse de voir. Du C'est coup. pas bien de connaître des gens qui ont vu l'actual play, tu te fais spoiler des trucs à long terme. Ah, ça va, on m'a rien dit. On m'a rien raconté de précis. Et à ce moment-là, elle me fait vraiment penser au procès qu'on avait joué ensemble, pour une dingue qui tient absolument à ce qu'il soit coupable, genre. Et je trouve ça bien qu'il le souligne. Même si je l'aime pas, je la trouve quand même assez crédible. Et je trouve ça dommage que ça se passe un peu comme ça. Enfin, elle passe un peu pour une conne, je trouve, et ça va pas. Je trouve ça va pas. Mais moi, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que justement, il y a un nouveau perso comme ça dans la saison d'après, enfin les saisons avec MV, et qui s'appelle Jackass. Et je trouve que ce perso-là, il est beaucoup moins comme ça, parce qu'il est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus sournois, on va dire, et il revient vers eux. Et il est beaucoup moins direct, en fait. Elle est très directe, très genre, ah, vous avez fait ça, 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 ça. Et puis, en fait, eux, ils passent leur temps à dire, mais non, enfin, vous êtes complètement folle. C'est du je trouve que sexisme, ça marche. monsieur. Voilà, C'est parce que c'est une femme. Bah oui, je Ça sais, je suis m'énerve. d'accord. Elle passe pour une hystérique. Ouais. Qui fait de l'acharnement alors qu'elle ne dit que la vérité. Ben, je suis d'accord, mais moi à sa place, je deviendrais fou. Là. Je veux dire, elle est la seule à voir la vérité, elle prouve tout par A plus B. Oui, c'est ça, non, mais clairement, c'est terrible. Ça a un nom, ça. Le syndrome de Cassandre ou un truc comme ça. Quand tu sais un truc et que personne t'écoute, et ça a un rapport avec la mythologie, genre. Ouais. Je l'ai pas. Je vois de quoi tu parles. Mais Oui. je trouve pas qu'elle ait l'air d'une hystérique, mais je trouve qu'elle a l'air bornée à appliquer une loi qui est pas forcément adaptée. Enfin, et ils le disent, elle dépasse ses fonctions un peu. C'est comme, vouloir appliquer une règle alors qu'il y a des moments où genre ça s'applique plus un peu, ou que c'est trop. Je sais pas trop comment dire, mais il y a. Tu penses pas que c'est parce que t'es attaché aux personnages et t'as envie qu'ils avancent dans leur histoire sans avoir de bâton dans les roues? Parce que tuer des gens, c'est pas bien, tu vois. Ils ont tué des gens, et elle dit, Ketra, vous avez tué des gens, c'est mal. Mais toi, en tant que spectatrice, t'as envie que Ketra puisse continuer son aventure et qu'on la laisse tranquille. Donc, je sais pas. T'as pas cette impression que t'as ça?
Je sais pas, je sais pas comment dire. Si jamais je trouve l'exemple vraiment m'a beaucoup marqué, je t'enverrai un message. Grâce à son médaillon de protecteur d'Alta Bianca, Clodomir empêche les gardes d'agir et Olympia abandonne pour l'instant, même si elle promet de les retrouver un jour dans des circonstances moins favorables pour eux. Par contre, elle refuse de libérer le musicien. Il se laisse pas décourager, il repère l'endroit exact de la prison qui donne sur la rue. Et pendant qu'Atlan occupe l'inquisitrice, Nicklas utilise une potion de passe-muraille pour libérer le prisonnier. Ça, je trouve que c'est un plan qui se déroule sans accroc, et c'est pas souvent. Très agréable. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Ouais. Du coup, ils repartent voir la voleuse sur la place du dieu Gobi. Et là, moi, je voulais passer la négo de potions contre menu service, mais apparemment... Mais oui, quelle idée de passer cette négociation. Ils pensent enfin à ce pauvre Moussa, alors qu'on est à Akaba. Bon, voilà, je pense que c'est un super bon move. Quand on sait ce qui les attend, je trouve ça fou, moi, que Nicklas, pile à ce moment-là, il pense à récupérer la tête. Mais pourquoi ? Mais oui, mais justement, voilà, les autres parlent d'un caprice et on pense au début, enfin moi en tant que spectatrice, je me dis waouh, move, super respectueux, plein de je sais pas, je me dis c'est quand même touchant et tout, et puis je cite l'âme, il dit oh la tête de Moussa, on va pouvoir lui faire boire du Bethel d'Irem. Et Keitra qui dit et alors, je sais pas, mais ça va être génial. Et là tu sens que vraiment que le respect est mort, quoi, en vrai. Oui. Philippe qui dit c'est un vrai scientifique. Mais c'est vrai, hein, il y a un côté comme ça en vrai. Ah ouais, cette tête. Ça plaît pas Aircap. Non, mais si, non, mais oui, non, c'est juste que ce passage était long, du coup, moi je l'avais zappé. Ok. Ouais. Puis surtout que, je vais pas encore spoiler, mais on n'entendra pas le parler non plus. Donc, en tout cas, elle les emmène retrouver l'astrologue, qu'ils ont livré dans une maison située sur la même place que la tour des chats. Par contre, elle les informe que les clients sont 2 personnes au grand pouvoir. Un homme qui peut tuer n'importe qui, et une sorcière à l'odeur d'herbe coupée et de cannelle. J'adore ce parfum. Tellement de charme que les sorcières... Toutes les sorcières ont leur parfum. Je sais plus. Je sais pas. Ok. Mais si c'est le cas, je suis super séduite par cette idée. Je crois pas que ils aient tous... En fait, c'est surtout que Xa, je sais pas si je devrais révéler ou quoi, mais Xa, elle s'est fait tuer par des paysans avec une fourche. Elle a un trou dans le ventre qui est à cause d'une fourche quand s'est fait tuer. Et du coup, elle a une odeur de cadavre, et pour masquer l'odeur de cadavre, elle a cette odeur si particulière. C'est pour ça qu'elle sent si fort l'herbe et la cannelle. Oh, je crois que je suis un peu déçue, frustrée, que tout un pan de mon imagination s'effondre. Désolé. Bravo. C'est quoi, on le rajoutera, nous, dans nos mondes parallèles. Chaque sorcière aura son odeur. Voilà, on va faire ça. On pourra les reconnaître en fermant les yeux. Oui. Du coup, celle d'Esperanza, c'est une forte odeur de Toom, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oh, putain. Et sinon, à ce moment-là, il y a Clodomir qui a vraiment une très bonne idée, je trouve. Il se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas se servir de Bonne Fortune, en tout cas l'assassin, pour que Olympia l'arrête lui, puis comme ça permet de résoudre 2 problèmes. Donc il se débarrasse de Olympia qui les fait chier, et puis de Bonne Fortune qui est tout le temps dans leurs pattes. Et après, c'est vrai que dans les faits, c'est compliqué parce que Bonne Fortune, il sait tellement de choses sur eux aussi que c'est un peu délicat, quoi. Ça pourrait backfire. Ils vont avoir plusieurs fois durant l'aventure, je trouve, des très bonnes idées comme ça. Et en général, Fibre ne les encourage pas forcément. Il passe à autre chose. Complot. Complot. Comme si c'est important que Bonne Fortune reste en vie. Je sais pas, peut-être. Clodomir se met en planque et voit Bonne Fortune sortir de la maison après un petit moment. Atlan envoie Fripouille avec des instructions encore une fois bien trop compliquées pour lui, mais il change d'avis dès que le chat a l'air d'avoir peur. Et c'est trop mignon parce que Fibre il dit plante terminée, et il est mort de rire parce qu'il est là. Il aime tellement son chat. Et c'est vrai que dès qu'il peut se passer quelque chose avec Fripouille, Atlan il arrête net. C'est trop drôle. 1000, hein. J'aurais fait pareil. 1000.
J'adore. Après une grande réflexion, retour au grand classique, hein, il décide d'y balancer une hallucinatrunkle. 91. La potion retombe dans un champignon atomique sur la place. Et vraiment, tout le monde commence à baver, à hurler, à dire des choses. Il y a aussi plein de chats qui se jettent du 3e étage de la tour principale et qui tombent par terre, plof, en marre de sang. Voilà. On pourrait retourner comme ça. Il y a aussi Vladimir qui commence à errer dans les rues. Switch. Bon, je ris, mais j'ai vraiment été... Tous ces chats qui meurent gratos, moi, ça fait s'ouvrir mon petit cœur de... Voilà. I'm a cat person. Remarque d'ailleurs qu'il leur fait pas faire de jet, là. Ça doit servir l'histoire. Eux, ils hallucinent pas, alors qu'il y a un champignon atomique d'hallucinatrunkle sur la place. C'est vrai que je m'explique pas cette décision, mais au final, why not? Mais il y a aussi la notion de... Il faut qu'elle secoue la potion, genre... Ouais, tout d'un coup, c'est comme Ingramus. Je pense que c'était pour le fun, ça, plutôt. Ouais. Enfin, petit moment malaisant, moi, je trouve. Mais... Ah oui, malaise total. Elle est là. Regarde la caméra et fait comme ça, tu sais. Je veux dire, ouais, d'accord, Fibre, merci. En plus, elle a vraiment une tête hyper innocente. Elle est là. Oh punaise, moi, ça m'a... Bref, ça m'a... Derrière eux, il voit aussi Olympia Fonte, l'épée à la main, levée, prête à les frapper en embuscade. Mais bon, elle s'est arrêtée puisqu'elle est en plein trip. Et j'adore ce moment parce que c'est trop cool. J'adore voir les persos quand ils sont hauts comme ça. Et ça m'a juste fait trop plaisir. Il lui vole son épée et ses lunettes et ils entrent dans la maison. À l'étage, il trouve l'astrologue royal ainsi que la sorcière Xa, les yeux écarquillés, touchés par la potion. Ils hésitent à la tuer avec l'épée d'Olympia pour la faire accuser, mais ils renoncent et ils repartent à leur bateau. Je me demande ce qui serait arrivé s'ils avaient mis ce plan à exécution. Genre, est-ce que c'est vraiment faisable? Xa, elle est supposée être immortelle. Et donc, je pense pas que l'épée l'aurait tuée, en fait. C'est noté qu'elle a 25 points de vie, mais si elle tombe à 0, elle devient inconsciente. Et sinon, je dis ça comme ça, mais Nicolas qui a apprécié le câlin d'Olympia, Olympia lui a donné un petit câlin, il a aimé ça, je trouve ça mignon. Hein. Oui, trop mignon. Et il y a aussi Atlan qui en profite aussi quand elle est complètement high, de lui faire une sorte de petite inception. Ouais, ou haute, oui. Ou faire une petite inception en lui disant qu'ils n'ont rien à voir avec toutes ces histoires et qu'ils sont innocents. Et c'est pas une mauvaise idée. C'est trop bien. Bref, j'adore ce move. Ouais. Bon, je vais pas encore en rajouter 50 000 couches, mais c'est un de mes moves préférés de la campagne parce que c'est un tournant, quoi. C'est un tournant. Qu'est-ce qui se serait passé? Enfin, je trouve ça incroyable. Voilà, c'est trop bien joué. Moi aussi, j'ai bien aimé ce passage. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Donc, arrivés à leur bateau, très naturellement et pour aucune raison, ils mentent à l'astrologue. Ils lui font croire que le sauvetage, c'est juste un hasard et qu'ils ne le cherchaient pas dans toute la ville depuis 2 jours. L'astrologue qui dit « Vous êtes un homme bon, Nicolas ?» Et Das qui répond « Et vous ne l'avez pas vu la nuit ?» C'est tellement leur classique de mentir pour rien, quoi. Je veux dire, ça leur coûtait rien de leur dire on te cherchait et puis on vous a retrouvé et puis voilà, quoi. Ah ouais, c'est... Pourquoi? On ne sait pas. Je sais pas. C'est leur naturel, leur premier truc, c'est de mentir. J'ai l'impression vraiment que la fibre, il la joue comme ça. Il dit quoi? C'est vraiment par bonté d'âme que vous avez décidé de me sauver? Il y avait absolument pas de raison sous-jacente. Mais parce que tu justement, vois, il oriente le discours. Ouais, non, ils mentent direct. Et lui, il enchaîne dessus pour dire vous êtes sûr que vous mentez? Et il continue à mentir. Vous êtes sûr que vous mentez? Non, mais c'est pas. C'est Fibre qui il dit ça, pas quoi, ça, mais il. Ouais. Voilà, quand il dit c'est vraiment par bonté d'âme, c'est pour leur donner une chance d'arrêter de mentir. D'accord, mais en fait, je l'avais pas du tout vu comme ça. Je l'avais pas du tout vu comme ça. Et d'ailleurs, c'est une des preuves de ce que tu disais avant, Erkep, qu'il faut un peu se méfier de ce qui est mis dans le JDR papier parce qu'il a vraiment été écrit ou réécrit en rebondissant sur l'actual play, parce que dans le JDR papier, il est vraiment noté que l'astrologue va croire en leur bonne foi et que la décision naturelle que devrait prendre l'équipe, c'est de mentir. Et ça, je pense en effet que c'est de nouveau un rebondissement par rapport à ce qui s'est passé dans l'actuel play.
Sinon, je m'étais jamais demandé pourquoi l'astrologue il avait été enlevé par Xa et Bonne Fortune. Donc j'ai regardé un peu. Parce que je m'étais toujours dit, ouais, je sais pas, ils sont là parce que c'est comme une sorte de quête classique de JDR, j'ai jamais trop cherché plus loin. Mais en fait, leur but, c'est de tuer l'astrologue, de le remplacer par un Tulpa. Ouais. Et je savais pas du tout. Et du coup, le but, c'est d'infiltrer le palais, et du coup, le Tulpa tuerait le sultan. Et ça explique également pourquoi il rencontre Bonne Maman aux arènes. C'est parce qu'il a besoin de litres et des litres et des litres de sang qu'il récupère sur les cadavres pour créer les Tulpas. Et perso, j'adore quand il y a une logique comme ça avec les PNJ. Ils spawnent pas juste à des endroits comme ça random à côté des PJ. Je trouve ça cool. Elle est hyper dark cette quête, genre vraiment ça fait froid dans le dos. Et j'ai suivi plusieurs campagnes donc de Aria et il y en a plusieurs où cet aspect vraiment sanglant de litres de sang pour faire un Tulpa, ils l'ont exploité parce que ça dépend en fait, il y a tout un pattern qui est décrit dans le JDR papier de moments de la journée. En fonction de quand est-ce qu'ils vont voir l'astrologue, s'ils y vont tôt, tard, qui est là, est-ce que Xa est là, est-ce que Bonne Fortune est là. C'est hyper bien écrit et il y a des moments qui sont justement un peu sanglants et là ils l'ont pas du tout exploité, mais c'est pas du tout de toute façon c'est pas l'esprit de Game of Thrones de faire un moment plus dark, mais c'est vrai que cette quête elle est super cool. Et elle offre une autre perspective à Aria, je trouve. Et donc on en parlait la dernière fois. C'est ici que Fibre explique, du coup, par la voix de l'astrologue, qu'ils vont rallumer le four avec une petite potion d'Ingramus, que c'était facile. Quel salaud ce Fibre. Franchement, c'est vraiment un coup de bip, si je peux me permettre, parce que il leur dit vraiment, dans l'épisode précédent, on en a parlé en long et en large, mais il est vraiment là, vous allez quand même pas faire exploser le premier temple, alors que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Enfin, bref. Il lui montre la boîte, et l'homme s'étonne de l'incoïncidence. Ces sauveurs fortuits sont en possession de la boîte. Quel hasard. Et ils partent au palais, et avant ça, l'astrologue leur donne un conseil. Vous pouvez demander de l'or. Oui. Et il vous sera donné. Et réaliser tous vos projets. Et je vais vous dire quelque chose, mais ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Il se trouve que le sultan, il a un labyrinthe. Oh putain. Et peut-être vous seriez intéressé de voir ce labyrinthe au lieu d'avoir votre poids en De or. le voir ou de le posséder? De le voir. Ou de le Ah, et de c'est- traverser peut-être. Oui, de le voir. Je pense que ça pourrait vous Mais intéresser. par contre, on perd toute possibilité de récupérer l'or. Tout à fait. Donc en fait, Mais comme vous êtes bon et sage, peut-être que voir le labyrinthe, Et c'est donc la fin de cet épisode sur l'image des joueurs qui arrivent au palais. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire sur cet épisode, du coup ? Eh bien, je trouve la position de l'astrologue assez mystérieuse, parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'astrologue sait à ce moment de l'histoire. Est-ce qu'il a été briefé sur la boîte, ou est-ce qu'il est juste là pour la reconnaître ? Est-ce qu'il sait le sort qui va être réservé aux détenteurs de la boîte ? Et pourquoi leur conseille-t-il le labyrinthe ? Parce que donc le labyrinthe, si on fait un petit flash forward, c'est la solution, la moins mortelle. Ils vont devoir choisir entre trois manières potentiellement d'être exécutés, et le seul des trois où tu as une chance de survivre, c'est le labyrinthe. Donc c'est une porte de sortie qui leur offre, mais est-ce qu'il sait le sort qui va leur être... Je ne sais pas. Je pense que oui. D'après Et ce que- que tu dis, oui, ça aurait une logique. Ouais, et que comme ils viennent de le sauver et que apparemment c'est genuine, il se dit merde, alors je vais quand même leur donner un petit coup de pouce. Je Ouais. sais pas trop. Je ne sais pas ce qu'il Bah, sait. Bah ouais, moi, comme tu dis, je pense que ça a l'air d'être ça. Mais bon. Je connais rien, moi, de ce labyrinthe. À chaque fois, on entend parler de labyrinthe. Et puis même, j'avais essayé de regarder des trucs sur le labyrinthe dans le JDR papier. Puis même, ça reste très mystérieux pour moi. J'ai hâte qu'on en reparle, peut-être. D'accord. Ouais, mais je pense que il y a un point labyrinthe qui devrait être fait à un moment, parce que Ouais. ça a été... c'est un peu que le petit morceau de papier que Atlan a gardé dans les dernières saisons. C'était vraiment le truc mystérieux pour faire acheter le Ouais. bouquin. Et au final, Toute bon, une voilà. histoire pour pas grand-chose. C'était vraiment Ouais, au final. éclaté. Au final, c'est pas ouf. Je m'attendais vraiment à un C'est ça. labyrinthe avec des trucs de ouf et tout. Et puis bon, c'est nul, quoi. Enfin non, c'est pas nul. Ouais. Ça fait des bons one-shots. Enfin, on en reparlera.
Parfait. Eh bien du coup, si tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire, on va passer à la carte blanche de Flavien. Et là, Atlan arrive. Oh là, mon brave. Alors toi, tu réagis comment? Je suis intrigué. Vous êtes... Alors, pour cette carte blanche, j'avais envie de revenir à des extraits audio, en fait, tout simplement. On a tendance dans Hola mon brave à répéter les blagues ou les punchlines pour en rire ensemble. Mais il faut avouer qu'il y a quand même rien de mieux que de les entendre. Quand j'étais encore auditeur de Hola mon brave, j'aimais bien réécouter l'épisode de Game of Thrones avant d'écouter nos réactions. Mais comme j'imagine que tout le monde ne fait pas ça, je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir d'entendre tout ça en vrai. Alors aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à cet épisode où je trouve que les PJ ont été très très en forme au niveau de l'humour. Alors on va commencer par un gimmick que Daz commence à prendre, c'est des petites réflexions sur ses jets de dés. Vous savez, hein, ces trucs à chaque fois qu'il rajoute, ça me tue à chaque fois et clairement il en fait trop. Est-ce que quelqu'un peut observer la J'observe la fontaine. Ensuite, Ketra Liva, elle remplit la marmite divine et après elle verse avec sa louche en or sur la tronche de Oui, notre bien feuille. sûr. 34. Elle date de quand cette fontaine? Alors, J'adore que tu dis toujours je veux l'âge de fabrication. Ouais, et bah justement, c'est la même chose cet extrait-là aussi. De telles hexagonales qui m'ont l'air d'être de la belle pierre. vas-y, alors Plutôt taillé. fais ton jet. Réussi. J'ai même le numéro de série. J'ai même le numéro de série. C'est génial, ouais. Donc oui, parfois il en fait un peu trop et c'est parfois même limite de la mauvaise foi, qui, il faut dire, c'est quand même sa seconde spécialité dans son jeu. Parfois c'est énervant parce qu'il est très très buté, mais en même temps je trouve que ça fait vraiment son charme. Alors comme par exemple ici, il décide d'un coup de rentrer au bateau en léchant la pierre, ce qui est stupide parce qu'ils vont tous être collés et qu'il y a zéro urgence. Mais il va quand même continuer dans son idée. Ce que je vous propose, messieurs, dames, il est tard, On rentre au bateau, on dort. Parce qu'on doit, on lèche la pierre, on se téléporte dans le bateau, on peut dormir. Mais on va tous dormir avec les lampes collées, ils ont On s'en fout, au moins, on est dans notre bateau. Mais tu veux dormir? Mais non, mais on va pas dormir. Ok, marchons. loin. Non mais on y va à pied, le Il gars. est à 1 heure de marche. Je vous rappelle. Bah non, on va Merde, marcher non, 1 heure et puis on va dormir Bah, on tranquillement. prend un... Tu peux pas Sinon, on est dormir, on va collés être pendant collés, on va 2 être collés dans un truc comme ça. On agence, mais on agence. Il n'y a pas comme de un petit transport tap. nocturne. Mais non, mais on agence, Il y a pas de agence transport. les lits de manière à pouvoir dormir. Mais n'importe Non, mais si je veux me retourner dans la nuit. Non mais moi je veux pas Ça dure que 2 heures. Moi je dors sur le côté, j'ai besoin d'avoir un qui tu bouge. me saoules dans la gueule dès le matin. Je peux faire que tu peux être le seul à utiliser la pierre. Filez-moi vos trucs, moi je Non, parce que c'est moi qui l'ai, je te la donne pas. C'est moi qui l'ai, je te la donne pas. Du coup, on va enchaîner avec Lydia, qui elle aussi est quand même assez de mauvaise foi. Par exemple, quand elle crame le boubou, alors que clairement, tout le monde lui disait que ça allait prendre feu. Ton boubou, ouais. Pour qu'elle Donc tu mets la main dessus, qu'elle retire le cristal. Je la bloque avec mon bouclier et je prends avec le boubou. le boubou prend feu. Tu perds 1 point de vie. Je t'ai dit, c'était incandescent. Hein. C'est un boubou Tu en pouvais pas me le acrylique. dire plus? Tu pouvais pas me le dire plus. Mais encore plus de mauvaise foi, c'est sa folie du loot. Je te prête mon armure. Ah, merci. Alors, Mais elle s'appelle Revient. Alors non, attends, ça revient. de base, qui l'avait acheté l'armure? Mais tu l'avais acheté pour moi, donc elle en parle comme si c'était elle. Mais quoi, elle est belle cette armure là, c'est Nicolas, l'armure d'une carrière. Ton armure là, tu l'as prise pour entrer au combat dans l'arène, on n'est plus dans l'arène, tu rends l'armure. Rends Bah, je me suis attachée à Rends cette armure. l'armure. Voilà, hashtag rends Je suis l'armure. attaché. C'est ça. Et bon, terminons un peu avec la mauvaise foi en revenant une dernière fois sur Clodomir qui manipule Lydia comme souvent avec une idée inutile, mais il reste bloqué dessus. C'est le début du mini arc corbeau drone dont on parlait. C'est loin ou pas? C'est à vol d'oiseau, c'est un peu loin, mais... Un vol T'as d'oiseau. toujours ton corbeau drone. Oui, mais à quoi ça sert? Je vais Bah, pas l'envoyer pour balance-le. lui dire. Ah ouais. Bah si, qui nous dit si c'est loin ou pas. Oui, Fais-lui c'est suivre vrai. Loose Fan, s'il vous plaît. Et il Vers le sud. Ouais mais le temps qu'ils reviennent, on fait quoi? Mais c'est un oiseau, il va pas non plus partir 6 jours. hein. Est-ce que tu fais ça? Oui, Ouais, allez, ouais. 40, ça Réussi passe sur 55, ouais. très bien. Ton corbeau s'envole et il ne revient pas pour le moment. Est-ce que le Bah, temps... à quoi ça va servir? J'ai fait ça d'ailleurs. Il va arriver, il va dire Mais si, il va revenir, il va te dire si c'est loin ou pas. mais non, il peut pas parler. Oui. Mais si, elle va lui demander. Mais non, mais comme comme ça, ça, on on va va quelle instruction, on peut pas lui parler. Mais si, elle va lui dire si c'était loin. En tout cas, il est pas... Si elle lui dit t'es fatigué, il va dire oui. Dire oui. Pendant ce temps-là, il y a Fibre qui fait une attaque. Quelqu'un peut faire un jet de perception, comme Ah ça. bah oui. Oui, oui, j'observe. Oula. Non, tu perceptionnes. La vas-y. table a... Ok.
Vas-y, dis-moi tout ce que tu... Réussi 12 Ouais. Ah, 12, c'est mieux que 33. 12, 12 c'est mieux que 33. C'est vrai, c'est vrai. À côté de ça, il y a Atlan qui balance des trucs à la limite de l'insolence. Un danger pourrais le... Parce que figurez-vous que je suis le grand astrologue voyage, c'est-à-dire que je sais lire dans l'avenir. Ah, et vous l'avez pas vu. Pardon, enfin, avez-vous au moins essayé de... Oui, c'est mon métier. Parce que entre l'extraction du faux à pain... Mais vous êtes astrologue? Non, mais je suis prêtre du pain. Alors excusez-moi, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Avez-vous au moins essayé? Tiens, en fait, il devient quoi le corbeau? Question. Pas de corbeau? Pas de corbeau pour le moment. Non. Putain. Pour le moment. Bon, toujours rien. Par contre, Nicolas a l'air de lire l'avenir. Alors tu as une chance sur 10 À chaque fois. Ouais, tu choisis son chiffre. 9 comme Il y a peut-être 92. Badainta en train de prier. Donc Faut tu le dis faire. quel chiffre? Eh ben, je vais dire 7. Non, mais 9 comme 92. Non, 7. Si tu fais un 9, je suis vénère. 9. Un 9, Bon, bah, peut-être qu'il saurait où est-ce qu'est le corbeau alors. Par contre, question. Oui. Le corbeau jamais revient, lui? Il n'est pas encore revenu. C'est loin. T'es pas sauvé, mec. J'ai perdu mon corbeau, quoi. Mais non, on est trop bête. Quoi? Il fallait mettre la pierre sur les corbeaux. Et alors? Et on se serait téléporté quand il est arrivé là-bas. Ah oui, c'est vrai. Bon, on sait pas quand il arrive. Bah ouais. Ouais, mais au moins, Non, voilà. alors le corbeau part, il pose la pierre, et quand il revient, c'est qu'en fait la pierre est posée, et là on serait téléporté, on serait arrivés tous les quatre, on serait restés La collés peau, dans c'est un... la peau dans mais si un la lac. pierre se fait voler ou quoi que ce soit, Ouais. dans tous les cas, ça pose problème. Vous êtes pas joueur. Ok, donc Nicolas a un QI de 850. D'ailleurs, il a l'air de prendre un peu la confiance. Je crois que c'est la bonne boîte. C'est incroyable qu'à la fois vous soyez détenteur de la boîte et à la fois les gens qui me sauvaient. Et en plus on est les protecteurs d'Alta Bianca, qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors le corbeau, ça donne quoi? Quand ton corbeau drone y revient. Oui. On ne reviendra jamais. S'il revient, Inch'Allah. Ça revient un jour. Quand il revient, Oui. on le fait se mêler avec la meute de corbeaux de... Il va se faire déchiqueter par les autres corbeaux. Bah une oui, ils armure. vont le voir tout de suite, les C'est autres. ça qu'il a une armure, ton corbeau. Il est Ça, grillé. Il est mieux fringué que moi, ton corbeau. Voilà, je te laisse Ça dire. ralentit peut-être un peu. Alors, C'est vrai que le corbeau est mieux fringué que lui. C'est vraiment terrible. C'est bientôt la fin, je vous ai sélectionné mon top 3 des punchlines de cet épisode. Et Nicolas est vraiment en feu, et tellement en feu qu'il est sur les 2 dernières manches du podium. Numéro 3, le petit tacle sur le loot de Keitra. Je vais vous faire 5 potions contre Et vous le... m'aider à trouver le Non mais temple. t'es en train de hijacker ma négociation pour ton fin personnel qui est toi. Bah oui, Quand t'as pas grillé. Eh, je suis la force de frappe. Ouais. Vous avez plus rien sans moi, là. je pense de... Mais normal, t'as tout pris. Le numéro 2, c'est les caprices de Clodomir. Vas-y, je te le fais, je te le Vas-y, fais. fais- Tu sers à rien réussis depuis un jet d'or, 2 tout jours d'abord. à cabane, hein. T'es comme un enfant Ça va lui faire capricieux. plaisir, fais-le. On t'achète des poupées vaudou, Alors, vous, des cochons. vous asseyez dans le Quel jardin, enfant. c'est le moment bricolage. Non mais donc on est assis dans le jardin pour que je fasse un bricolage. Bah j'y peux rien. Mais lui aussi en fait il régresse comme Vladimir. La- Lui aussi réglisse comme Vladimir. Et mon top 1, c'est évidemment Fibre, qui a ce don de répartie qui est toujours aussi incroyable. Je remets le contexte. Bonne fortune discute avec Keitra. Alors Keitra, on a retrouvé l'usage de ses mains? Non. C'est pas moi qui rêvais d'une passe d'armes avec vous. C'est que je dois toujours vous enseigner quelques petites passes d'armes qui Bah font de vous oui. une redoutable guerrière. Non mais ça J'attends suffit. toujours. non. Et si on faisait ça cet après-midi? Arrêtez. Elle a pas de main, à moins que vous voulez... C'est dommage. Ah. Je Mais peux quel apprendre avec petit une louche. taquin. Quoi? Je peux apprendre avec une louche si vous voulez. Ah. Prenez quelques tours. Bah, écoutez, peut-être que finalement le destin de cuisinière, c'est celui qui vous appartient. Aïe, 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 ça fait mal. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine. Tout le monde me pique ma punchline, là, c'est pas possible, ça. Ah, pardon. Faut que je poste, faut que je mette un copyright. Ah bah tu vas avoir l'occasion de nous la dire, ta punchline, puisque c'est à ton tour avec tes stats. Je fais un apaiser Ouais, les bah, cœurs. Vas-y. Un peu des cœurs de Gérassi. 92. Alors des stats un peu tristounes, hein, je vais pas vous mentir, à analyser pour cet épisode. Il y a pas de 100, pas de 01, pas de 92. Et même si Keitra s'était exclamé, je cite, « Oulala, dis donc ce soir !» en faisant remarquer les bons jets de l'assemblée, en réalité, en fait, c'est pas si fou. 67% de réussite, c'est ok tiers, et 14% d'échecs critiques, par contre, c'est vraiment pas ouf. Et ça n'a pas jeté beaucoup les dés en plus, seulement 21 fois. Donc Clodomir, lui, s'en sort très bien, hein, avec 87,5% de réussite. Sur 8 jets, je vous laisse faire le calcul, il n'en aura raté qu'un.
Et Clodomir aura aussi gagné 20% à parler avec les animaux et aura perceptionné 4 fois avec brio. Le perceptionneur porte donc bien son nom ce soir. Mais pour le reste, c'est tout. Il n'y a rien à signaler. Alors, c'est là que je me suis rappelé qu'à l'origine, cette rubrique s'appelait « Les stats nuls d'Anna June » parce que j'étais censée comptabiliser des infos sans intérêt. Du coup, j'ai pris mon petit calepin, mon petit crayon, et voilà ce que j'ai relevé. Donc, Nicolas aura clipsé et déclipsé des choses de son téton 3 fois pendant cet épisode. « Il est incroyable, ce cochon !» aura été prononcé 2 fois, une fois par un PNJ, donc par Fibre, et une fois par Clodomir, évidemment. Ils auront dit le mot « chaos » en insistant sur le « S » 3 fois. Clodomir aura demandé 4 fois des nouvelles de Rabelais le Corbeau, comme tu l'as si bien souligné, mon cher Cactus. Et puis, ma stat préférée de cet épisode reste, évidemment, les mauvaises prononciations du blaze de ce pauvre Bonne Fortune. Alors, on s'est presque, je dis bien presque parce que ça me fait toujours autant rire, habitué à force de réécoute. Mais bon sang, quand ce running gag s'est mis en place, moi je n'en pouvais plus. Ça me faisait vraiment littéralement pleurer de rire. Ils nous feront d'ailleurs le coup beaucoup plus tard à nouveau avec Loi Sacrée qui sera appelée par tous les noms sauf le bon, et cela reste un des trucs les plus drôles à mon sens de cet actual play. Donc je comptabilise pour cet épisode 4 bonnes aventures, 4 bonnes mamans, et ensuite, un peu plus discret, 1 bonne chance, 1 bonne foi et 1 bonne nouvelle. Alors, aucun sobriquet ne se démarque donc clairement, mais comptez sur moi, je continuerai de tenir les comptes. Et moi, je mets une petite pièce sur bonne maman. Je pense que ce sera le sobriquet gagnant. Alors seulement 3 proverbes ont été prononcés pendant cet épisode, si on compte pas évidemment les proverbes claqués inventés par les PJ, dont 2 nouveaux proverbes débloqués sur les 28 disponibles dans le JDR papier. Alors je vais quand même les citer parce que les proverbes, ça reste le sel d'Aqaba. Donc, ne dis pas tes peines à autrui, l'épervier et le vautour s'abattent sur le blessé qui gémit. Et les biens de cette vie cessent avec elle, de Banger, sans équivoque. Se rajoute à l'inventaire un bouclier à l'hibiscus, une main et une demi-araignée mécanique, un tableau de Kniga, une potion d'intelligence animale, un codex animalis intelligentsia, c'est pas facile à prononcer, et puis la rapière et les lunettes longue vue d'Olympia. Et parmi tout cela, seulement un seul loot pour Keitra. Elle est si peu prêteuse avec ses affaires que le groupe n'ose tout simplement plus rien lui donner à cette étape de l'aventure. Alors c'est aussi l'épisode des popos. 2 potions ont été utilisées, tenez-vous bien, pour sauver des gens. Oui, je répète, pour sauver des gens. Une pour libérer Yassine, le prince du Wood, et une pour récupérer Torao El Sayed, le grand astrologue. 8 nouvelles popos ont été confectionnées. Nicolas a décidé d'en attribuer 2 à chacun dans sa grande mansuétude. Mais lorsqu'on sait comment Keitra lancera son hallucinatrunkle plus tard dans l'épisode, peut-être n'était-ce pas une si bonne idée finalement. Et je vais citer mot pour mot ce cher Nicolas. On peut rajouter sur le carnet des morts de Keitra une 60aine de chats. Et oui, ça m'a brisé le cœur. Mais surtout, ça me met bien dans l'embarras parce que je ne souhaite pas être spéciste, donc comment je les comptabilise, moi, ces chats ? En même temps, j'ai pris en compte ni escargot géant, ni oiseau de paradis. Mais alors, on pourrait m'apporter comme argument que les chats sont en tout point des animaux supérieurs et qu'un jour, probablement, ils domineront le monde, mais je me perds dans des élucubrations et j'ai une petite migraine qui monte, donc on va contenter de dire que Keitra aura désormais un bonus félinicide en cas d'égalité. D'ailleurs, animaux mis à part, Keitra aura bel et bien tué une personne de plus dans cet épisode. On salue Angineur, brave gladiateur, qui est parti sur un move ultra stylé et risqué. Elle devait faire moins de 35 pour le tuer sur le coup, elle a tenté sa chance, et elle a réussi avec un beau 31 sur 35, autant vous dire que ça m'a fait frétiller de la moustache. Elle aura perdu 2 points de vie dans l'arène, et 1 à cause d'un boubou flambant. Quant à Nicolas, il aura perdu 3 points de vie sur un move un peu moins stylé. Il avait 80% de chance de réussir son grappin-pied jaloux, inratable diraient certains, et pourtant, avec un 83, il a raté. Alors pour citer Keitra, mais quelle idée de merde.
Alors, avec la mort d'Anginer, notre Keitra se retrouve à nouveau ex aequo avec Clodomir sur le podium des serial killers. La logique aurait voulu qu'elle le surpasse assez vite, étant donné que le magicien et ses 2 PV sont en sursis. Mais voilà, on sait ce qui lui arrive dans cet épisode, et pour l'instant, nous avons donc une égalité parfaite. Et quand je dis parfaite, même les 60 chats n'arrivent pas à la départager, car souvenez-vous, je n'avais pas réussi à comptabiliser le nombre exact de décès infligés par la colonne d'eau de Clodomir. Nous sommes donc dans un monde où on ne sait lequel de ces 2 PJ a le karma le plus éclaté. À eux deux, ils commettent pas moins de 32 des maintenant 36 meurtres de la compagnie. Et quand on comprend tout ça, permettez-moi de le dire, on réalise qu'elles sont peut-être pas si nulles, les stats d'Anna June, parce que qui est puni par le karma dans Game of Thrones? Entre la malédiction d'Urshanabi et celle de Khalil, Fibre Tigre sait très bien ce qu'il fait, et c'est assez remarquable. Merci de m'avoir écouté. Incroyable, merci. Eh ben, merci à toi. On va donc passer maintenant à la prédiction de Céladon. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutrés. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non! Je pense que l'épisode que j'attendais avec impatience va enfin arriver. Ils vont brûler la bibliothèque. Voilà, c'est le truc que j'ai noté. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, Anna. Il me semblait que... attends, parce que je vais revenir de quoi on parlait à ce moment-là. Genre, il s'est passé tellement de choses depuis. Tu parlais de l'astrologue et de ce qu'il savait sur... sur le sultan, la réception de la boîte, etc. Le sort réservé du coup à la compagnie. Moi, il me semblait que... Du coup, j'ai des doutes avec tes questions. Il me semblait que la boîte, elle devait désigner le coupable du meurtre de Moussa, le fils du sultan, du coup, et du fait que la compagnie allait être condamnée en se présentant avec... En plus, ils ont sa tête. Quelle erreur. Je comprends pas ce conseil, ni comment ils vont demander cette récompense. Et du coup, il se peut que mes souvenirs soient pas justes du tout. Voilà, mais je crois que de toute façon ils iront pas dans le... Mais en plus vous l'avez dit pendant l'épisode, mais genre ils iront pas dans le labyrinthe. Comme ils ont volé l'astrologue, je pense qu'il va y avoir représailles du côté de Xa et Bonne Fortune, vu qu'ils jouent dans le même camp. Je sais pas pourquoi j'ai précisé ça, mais voilà. Je sais pas s'ils pourront trouver un temple de Khalil. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir en vrai parce que ça m'interpelle énormément. Et je pense que du fait de la bibliothèque qui va brûler, on assistera à une super fuite et ils se rendront ailleurs. Et alors, j'avoue que là, je me sens un peu perdue. Je sais pas trop quel chemin ils vont prendre. Ça me paraît hyper loin, mais avec tout le foin qu'ils ont fait avec Vladimir et tout, je pense qu'ils vont essayer de trouver Irem, donc ils vont peut-être essayer de suivre des indices, de trouver des indices. Et alors j'ai pas noté, j'ai rien suivi. Je sais pas s'ils savent où trouver des informations, mais s'ils ont des infos, je pense que c'est vers là qu'ils iront. Enfin, je sais pas. Je crois très fort au retour du corbeau. Eh bien, merci. On va donc... on arrive, cette fois, à la fin de l'épisode de Oh la bombe brave. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une petite reco de fin de podcast, par exemple? J'ai la reco. Ah ouais. La reco la plus importante que ce podcast n'ait jamais eu. J'en fais des tonnes. Alors, chers amis, nous avons, à l'abri des regards, enregistré il y a quelques mois un actual play qui se déroule dans le monde d'Aria. Alors c'est une création originale, mais qui se passe dans la ville d'Aria, un peu à rideau aussi. Et voilà, après quelques mois de montage et un peu de sueur, je ne vais pas vous mentir, il est finalement sorti. Je suis très heureuse, j'ai l'impression d'avoir accouché pour la première fois de ma vie de quelque chose qui avait vraiment de l'importance pour moi. Ça s'appelle Ne fais pas sans.
C'est donc désormais disponible sur toutes vos applis de podcast. D'ailleurs, si ça ne l'est pas, envoyez-moi un DM, je verrai ce que je peux faire. Et voilà, autour de la table, vous allez reconnaître certaines voix, hein, vu que Flavien et Erkep se sont joints à l'aventure. On a vraiment, on a bien ri, on s'est bien amusé. Et je pense que le résultat est vraiment agréable à écouter. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller écouter ça. Et si vous êtes motivé, vous pouvez même me faire un petit retour. Ça me ferait très plaisir. Et alors là, si vous êtes des dieux et des déesses sur Terre, vous pouvez même mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Oui. Ce serait vraiment incroyable. Je vous aimerais d'un amour sans faille. Voilà, c'était l'instant promo. Allez voir ça, ça me ferait très très plaisir. Ah, nous aussi. Ouais, tout le monde remarquera quand on demande des étoiles pour Ne fais pas ça, mais on ne le fait C'est jamais vrai, ça. pour Ola mon brave. Donc, et n'hésitez pas aussi. Oui, c'est vrai ça. Si, Il y a- si vous mettez 5 étoiles à Ne fais pas ça, mettez-en au passage à Ola mon brave. Dites, laissez un petit commentaire. Comment il dit Fibre? Dites OK, c'était bien. Oui, c'est ça. ou Ok, un vu. truc comme ça. OK. Eh bien, cette fois, c'est la fin de l'épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Bisous. Salut. Salut. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ne fais pas sans, un actuel play dans le monde C'est d'Ariane. une bonne soirée, hein? Je propose que nous trinquions. Parfait, mon pote. Des mecs en slip qui dansent sur les Il va tables. falloir aller prendre une douche. Hein. Ah bah c'est une bonne idée ça, papy, pour une fois que t'as des idées comme ça. Vous n'êtes pas les plus malins, mais bon, ça me fait quand même plaisir d'être avec vous. Je suis Anna June Barker. Eh ben enchanté. C'est fort ici, l'alcool. Hein. Je vais faire ça, puisque vous êtes des incapables. C'est ça de vouloir faire le mal. Vas-y, partage. Faut s'unir contre les vieux riches. Hier soir, il était complètement pété. Je me suis mariée, vous avez vu? J'ai exactement la potion qu'il te faut. Que tu comprends au moins quand je parle. Je hurle, venez m'aider! Tant pis, on le laisse là. Je sais. Perdez la tête, ma pauvre enfant. Ne fais pas sans. Vomir sur qui?